Salut à tous, bienvenue dans la bande AD+, je suis Nicolas Fréré du média d'information Distance Plus et vous écoutez la 78e émission régulière du talk show du trail et de l'ultra trail. Au sommaire du 18e épisode de la saison, la razzia sur les dossards pour courir des trails. Ces bouts de papier pour participer aux courses en sentier organisées s'arrachent comme des petits pains et ça ne concerne pas uniquement les grands événements, même les trails locaux sont pris d'assaut et affichent parfois complet quelques jours, voire quelques heures seulement après l'ouverture des inscriptions. Et ça va forcément se traduire par des changements dans les modalités d'inscription dans les mois ou les années à venir. C'est le sujet de notre sondage des plus en partenariat avec Run Motion Coach. Et pour en parler, nous recevrons un organisateur de courses, notamment du Grand Raid du Finistère, François Hinault. Il s'est beaucoup creusé la tête dernièrement pour trouver la formule idoine. Il n'augmentera pas les prix des dossards, mais il a une certitude, il faut notamment donner une priorité aux bénévoles. Au programme également, le quiz des plus. On va voir si les membres de la bande ont mémorisé les grands moments de l'année 2025. C'est une rubrique en partenariat avec Miles Republic. On terminera avec la rubrique des plus ou des moins, les coups de cœur ou coups de pompe des membres de la bande. Ce sera aussi l'occasion de vous partager 2-3 idées de cadeaux pour le temps des fêtes. La bande AD+, est un podcast soutenu par 4 partenaires majeurs. Vous le savez, j'ai nommé par ordre alphabétique la marque de nutrition sportive NAC, le calendrier de course Miles Republic, qui est aussi une plateforme d'inscription, l'application d'entraînement en ligne avec l'aide de l'intelligence artificielle Run Motion Coach et l'équipementier premium Wise Ultra Running. La bande AD+, présentée par Nicolas Fréré. Et voici les 4 membres de la bande à mes côtés aujourd'hui. L'aventurier, coach et préparateur mental Stéphane Brognard. Salut Steph. Salut Nico, salut la bande et salut aux habitants du village de la Foa. Nous sommes en Nouvelle-Calédonie, une province sud de la Nouvelle-Calédonie, 712 habitants. On passe de 0 à 850 mètres d'altitude et les pionniers de cet endroit étaient majoritairement des Corses. Voilà. Eh ben, salut à eux. Tu as ce don de nous apprendre des trucs en si peu de mots. Le vice-champion du monde de trail, par ailleurs kiné de formation, Louison Coiffé. Salut Louison. Salut Nico, salut tout le monde, heureux de vous retrouver. Et nous aussi on est heureux, on s'est pas retrouvés depuis cette magnifique course à Canfranc dans les Pyrénées espagnoles. L'athlète, coach et docteur en physiologie du sport, spécialisé dans la biomécanique et la science du mouvement, Sabine Erström. Salut Sabine. Salut Nico, salut tout le monde, et moi aussi, ravi de vous retrouver. Et le duc de Savoie en personne, il est athlète, speaker, organisateur, podcasteur et créateur de contenu, comme on dit maintenant, Hugo Ferrari, madame, messieurs. Salut Hugo. Bonjour à tous, et comme Stéphane, aujourd'hui je vais saluer un petit village, on est dans l'Ariège, c'est le village de Bordes-sur-Arize, et il est devenu célèbre puisque la semaine dernière, nous avons vu quand même débarquer 15 chars Centaures pour venir mettre à mal un siège de paysans, ce qui est tout à fait remarquable puisqu'il n'y en a que 58 dans la métropole, donc 15 pour une seule ferme, c'était assez incroyable. Et pour celles et ceux qui ont suivi le live, puisque certaines personnes ont réalisé un live, on a même pu voir un hélicoptère qui jetait des grenades lacrymogènes sur les agriculteurs, ce qui est tout à fait interdit. Mais voilà, le spectacle était au rendez-vous la semaine dernière du côté de Bordes-sur-Arize. Eh ben, dis donc, là qui fait le Stéphane Brognard fait des petits. Je commence par un petit tour de table pour prendre de vos nouvelles. Tiens, on va commencer avec toi. Garde le micro, Hugo. On s'était parlé à la Saint-Élion. Tu avais plutôt fait une belle course. Enfin, tu étais plutôt satisfait de ta course nocturne. Comment ça va? Est-ce que on parlera dans une autre émission de off-season, mais est-ce que toi t'es déjà en train de t'entraîner pour la suite des choses, ou est-ce que tu es un peu en mode pause enfin? Effectivement, je me suis bien reposé après la Saint-Élion. J'en ai profité pour faire beaucoup de choses qui étaient sur la to-do list qu'on regarde jamais, ce qui m'a beaucoup occupé. J'ai pas vu le temps passer, j'ai l'impression que la Saint-Élion était hier. Et je reprends le sport, effectivement, de manière très douce. Voilà, pour une année 2026 qui arrive à grands pas, les fêtes sont déjà là.
Est-ce que tu fais une petite pause au niveau boulot, alors speaker, ton activité maintenant de créateur de contenu, je le disais à la blague, mais enfin tu produis quand même beaucoup de contenu aujourd'hui sur ton site internet. Est-ce que tu fais une pause ou Noël ou pas, ça change rien? Non, puisque j'ai rajouté quelques vêtements fabriqués en France sur mon site internet, ce qui a demandé un peu de travail, et je deviens revendeur des produits Nutriting qui me suit depuis 2014, et aujourd'hui on a décidé de changer un peu le fusil d'épaule. Donc c'est voilà, pas mal de nouvelles choses, c'est tout à fait passionnant, et c'est ce qui fait que les journées sont redevenues très denses. J'ai dit, j'aurais dû rajouter ça finalement, t'es devenu un entrepreneur en série, hein. Non, bah, sur une échelle Mathieu Blanchard, je suis à 1/5. Ah oui, mais voilà, entrepreneur quand même. Louison, alors je l'ai dit tout à l'heure, la dernière fois qu'on s'est parlé, on était à Canfranc. Est-ce que tu as digéré ces championnats du monde? Pour rappel, tu as terminé main dans la main avec ton ami. C'était un magnifique mano à mano face au grand Jim Wemsley. Comment t'as vécu l'après-course, quoi, l'après-événement? Bah, je suis resté un bon petit moment sur mon nuage. Benjamin Roubiol, je vais même pas citer, pardon. Oui, 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 Benji, que, que j'ai revu pour la première fois hier aussi, alors tu vois. Ah, Non, oui, le nuage a duré, je l'ai fait durer volontairement aussi pour profiter de tout ça parce qu'il faut aussi. Et puis après, j'ai pris le temps de soigner les petits bobos qui avaient laissé que la saison avait laissé. Donc au final, ça fait pas si longtemps que ça que je reprends une activité digne de ce nom. Et puis en mode hiver, du coup, parce que ici, on a laissé un petit peu les baskets de côté pour le ski qui est arrivé. Et les bonnes semaines commencent à s'enchaîner. Donc voilà, mais c'est ton pour faire la autre base hivernale. discipline, ton Ouais, autre tout à fait. discipline de Mais prédilection, le ski alpi. tout à fait, mais toujours, voilà, toujours avec la ligne de mire, en ligne de mire la saison de trail 2026 qui s'est planifiée gentiment pendant cette coupure, ouais. Je t'avais posé la question à Canfranc, enfin, je t'avais fait remarquer plutôt que tu semblais pas réaliser la performance que tu avais faite, d'être vice-champion du monde derrière l'une des plus grandes performances de l'histoire de Jim Wemsley. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as quand même pris le temps de réaliser ce que tu avais fait et ce que vous aviez fait avec Benjamin? Même si Benjamin, lui, c'était plus une confirmation. C'est vrai qu'on t'a taquiné plusieurs fois. Personnellement, je t'ai souvent dit que tu étais le futur champion du monde, etc. Mais là, tu as transformé le tir. Est-ce que t'as réussi à réaliser ça? Ouais, bah, ça a pris du temps, mais après bien aidé aussi, bah, justement par la période en fait qui moi, c'était ma dernière course, donc c'était aussi le moment après de faire un peu le bilan de la saison. Et on en a beaucoup discuté avec, mon entourage, mon entraîneur, le staff de Salomon. Et en fait, ça permet de mettre des piliers enfin, ce qui aide à réaliser, c'est de mettre des explications sur cette performance aussi. Et du coup, ça facilite aussi le fait de se projeter sur la suite. Donc oui, je pense que quand même j'ai réalisé, même si, je trouve ça chouette de s'en émerveiller quand on regarde encore un peu derrière. C'est cool là, comme activité d'essayer de comprendre pourquoi ça a marché. Souvent, on essaie de comprendre pourquoi ça a pas marché. Bah ouais, mais je trouve que c'est tout aussi important et pas forcément plus difficile ou plus facile, hein, mais bah, surtout dans la science de l'entraînement, enfin qu'on sait, indécise. Mais du coup, non, ouais, c'est intéressant. Et comme on soulèverait des points faibles, bah, pour bâtir le reste, c'est quand même bien de soulever aussi les points forts et de savoir ce qu'on garde et ce qu'on change pour l'année prochaine, parce qu'il y a aussi des pistes d'amélioration. Excellent. Sabine, à quoi ressemble ta fin de saison à toi? Bah, moi, c'est vrai que ça fait, tellement longtemps qu'on s'est pas parlé que je sais pas trop, où j'en étais, mais j'ai abandonné sur, le 100 kilomètres des Templiers, reprise par, mes douleurs au genou qui m'ont embêtée toute la Mmh. saison. Donc ça fait bientôt 1 an maintenant. En fait, j'ai assez bien digéré le fait de m'être arrêtée parce que j'avais mal, ouais, au genou, à l'ischio au moment où je me suis arrêtée. Et après, je suis partie en vacances avec ma petite nièce à Naples. Et déjà, j'étais bien contente de pouvoir la faire galoper dans tout Naples et donc de m'être arrêtée à temps. Et puis surtout,
les tensions et douleurs sont restées quand même malgré le repos sportif complet. Donc je me suis dit que ça se serait probablement pas arrangé si j'avais rajouté 50 bornes là-dessus. Et donc je continue à voir mon ami le kiné qui en a peut-être un peu marre de moi. Et voilà, tranquillement. Moi aussi, j'avais ressorti les skis comme Louison. J'étais partie, mais le vent du sud m'a arrêtée. Donc écoute, là, je cours. Et puis, prochain objectif sportif, c'est le marathon de Milan, le 12 avril prochain. Donc là, ce sera sur route. Voilà, j'ai misé Cool. sur le fait du changement climatique et que j'allais pouvoir courir à partir de mi-février à 1000 mètres d'altitude, mais pour l'instant, les tendances saisonnières me donnent raison, donc je suis un peu la Ouais. seule dans le Vercors à espérer qu'il n'y ait pas trop de neige non plus. Et ça reste entre nous, bien évidemment, et les 4 millions d'auditeurs de la bande AD+. Steph, est-ce que tu as chaussé les skis, toi, dans les Vosges? Alors, ce serait bien que vous ayez un peu de respect pour les petites altitudes, monsieur Fréret, parce que nous souffrons encore plus que dans le Vercors du manque de neige, mais on a effectivement pu chausser les skis une mini dizaine de jours, un vrai 4-5 jours, un peu de ski sur les pistes de Gérardmer avec les skis de rando, mais pas plus. Et on garde les baskets, on fait beaucoup de PPG et on cumule un 6-7 000 de dénivelé positif par semaine depuis bientôt 5 semaines. Bon an, mal an, dans mon fameux club Dorothée, là, qui est sur ma gauche quelque part par là, avec toutes ces fabuleuses traces. Et puis voilà, je tourne dans mon petit cloître et ça va très bien comme ça. J'attends que ça passe. Ce matin, je suis quand même allé faire un tour de ski roue sur la piste cyclable un peu plus bas. Voilà. Excellent. Et j'ai une question pour toi, Steph, qui a rien à voir, mais enfin si, avec le ski roue. Ce matin, je discutais avec notre invité du jour de ski sur herbe. J'ai fait ça quand j'étais jeune, du ski sur herbe, et je me demandais, tiens, est-ce que ça existe encore? Est-ce que tu as déjà fait ça dans les Vosges, soit du ski sur herbe, du ski de descente sur roue, mais Alors, sur des pistes de ski, quoi? Alors généralement ça s'appelle du ski agricole et c'est en fin de saison quand on peut vraiment plus faire autrement. Mais sinon non, effectivement, ou éventuellement pour faire un peu le côté fun. Non, on n'a jamais trop pratiqué ce genre d'activité, hormis avec une paire de ski cailloux sur lequel on va dévaler les pistes en toute fin de saison. Mais non, on n'est pas trop, branché. Mais t'as raison de le dire que on finit tous par trouver des espèces d'alternatives. Hein. Alors ça va des dômes enneigés, mais ça c'est complètement idiot. Mais ça existe du côté d'Amnéville. Et maintenant on voit des pistes synthétique où finalement ça a l'air de plutôt pas trop mal fonctionner. Hein. Je crois que du côté du nord de la France, il y a une des pistes de ski qui peut être utilisée sur une herbe synthétique sur lequel, alors je ne pense pas qu'on retrouve les sensations que l'on peut connaître au travers du ski, mais on peut retrouver le geste et le mouvement. Voilà, c'est un espèce de clin d'œil, mais non, nous ça nous viendrait pas à l'idée, mais on voit bien aussi, et Sabine le dit tout à l'heure, qu'on a un véritable changement. On a beau se cacher les yeux, on avait il y a 10-15 ans en arrière une saison sur 5-6 qui était pas terrible. Maintenant on a une saison sur 5-6 qui pourrait nous permettre de dire que dans les Vosges on puisse faire du ski, et puis peut-être que moi à 50 ans je vais peut-être connaître que 3 ou 4 vrais hivers jusqu'à la fin de ma vie. Ouais, effectivement les choses changent et on en parlera peut-être tout à l'heure, mais le ski roue et peut-être le ski sur herbe comme tu me le dis, mais le ski roue est une vraie alternative et j'imagine que dans un avenir proche le ski roue prendra sur les pistes cyclables un véritable essor, des compétitions, voire pourquoi pas voir déjà des premières épreuves même au niveau mondial de biathlon, avec une des épreuves comme en rallye, un coup sur terre, un coup sur neige, un coup sur... Et peut-être qu'il y aura une des épreuves du championnat du monde de biathlon un jour qui se déroulera en ski roue, pourquoi pas, et on voit bien que tout change, ouais. Bon. Allez, on va parler de l'engouement pour les dossards. Le sondage des plus en partenariat avec Run Motion Coach. Faut-il augmenter le prix des dossards? Bon, la question est volontairement polémique parce que forcément, il y a des organisateurs qui vont peut-être se poser la question. Je vois en tout cas du monde C'est un bon bondir. filtre, hein. De quoi, Hugo? C'est un très bon filtre. Ouais, hein. Mais tu vas nous en parler dans quelques instants, je pense. Plusieurs organisateurs, dont peut-être toi, constatent en ouvrant les inscriptions à leur événement la frénésie que cela génère. Certains parlent carrément de razzia. Les dossards sont pris d'assaut. Ceux qui n'ont pas le temps de penser à acheter leur dossard sont frustrés. Alors,
Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? C'est un des nouveaux problèmes, entre guillemets, beau, joli problème pour les organisateurs. Le sondage D+, qui est en partenariat avec Run Motion Coach, c'est quand les dossards de trail partent très rapidement, quelques heures, voire en quelques heures, voire quelques minutes, quel système d'inscription est le plus juste? Le mot est intéressant, juste, selon vous. Et pour débattre sur cette question, je vous donnerai les résultats du sondage tout à l'heure. J'ai invité mon camarade François Hinault. Salut François. Salut Nico, salut la bande. Et comme c'est la tradition, j'ai cru comprendre sur le podcast, je vais saluer les habitants du petit village de Trégarvan qui accueille le premier ravitaillement du Grand Raid du Finistère. Et il faut savoir que c'est la commune la moins peuplée du Finistère, qui compte 134 habitants. Et c'est eux qui voient leur petit village complètement envahi pendant le Grand Raid du Finistère. Donc je les en remercie et je les salue, et salue la bande. Merci de m'accueillir parmi vous. Eh ben, ça fait plaisir. Dans une autre vie, on était confrères parce que tu étais podcasteur, tu étais créateur de contenu. Aujourd'hui, tu es organisateur à temps plein. Organisateur, donc, on l'a compris, du Grand Raid du Finistère, du semi-marathon du Finistère, de l'Infinity Trail, ça c'est en backyard à Camaret-sur-Mer, et du nouveau concept ITX. Allez, on commence par ça parce que ça m'intrigue. Je t'ai vu parler de ce truc-là sur les réseaux, sur LinkedIn notamment récemment. C'est quoi ce concept, avant de parler concrètement de la folie des dossards? Alors le concept, il est né d'un constat quand tout le monde parlait un petit peu de la présence du trail au JO, et qu'il fallait un modèle de trail un petit peu duplicable, qu'on pouvait facilement rendre télégénique. Et puis je me suis creusé la tête pour savoir comment est-ce qu'on pouvait rendre ce concept de course à pied duplicable. Bon, j'ai pas trouvé la sauce, la réponse, mais il y a un concept d'épreuve sportive qui est super en vogue en ce moment, qui s'appelle les fitness races. À une époque, c'était les courses à obstacles. Maintenant, c'est les fitness races. Et la plus connue d'entre elles, ça s'appelle l'Irox. Et je me suis dit, pourquoi pas adapter les exercices de renforcement musculaire pour des exercices qui correspondraient aux trailers et aux coureurs à pied, tout en apportant notre petite touche outdoor. Donc on va essayer de mettre de l'outdoor dans l'indoor et de produire une expérience qui va être un petit peu différente, qui va bousculer un petit peu. Et c'est aussi dans une dynamique de favoriser le sport santé, en disant que le renforcement musculaire c'est bon pour les pratiquants de course à pied, et qu'on n'est pas obligé de le faire en s'emmerdant, et qu'on peut le faire de manière ludique et fun. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié ce style d'épreuve. Donc l'ITX donc sera la première édition le 11 avril à Quimper, et l'objectif c'est de dupliquer après ce format-là dans d'autres villes de France, et d'aller à la rencontre de chacune des régions de France, peut-être un jour. Louison, Pardon, Nico, mais Attends, Steph, j'ai vu Louison pardon. réagir. J'ai envie Je d'avoir pensais son à avis. Théo Détienne, moi, qui avait déjà commencé sur le 90 du Mont Blanc à faire ça. Ah oui, c'est vrai. À faire des pompes. Louison, ça te parle, ce genre d'événement? C'est le genre de truc où tu pourrais aller t'amuser? Ça me parle pas du tout. Non, par contre, j'avais une question. ITX, c'est pourquoi? Enfin, la signification. Ça s'appelle In-Try Experience. Ok. Et non, mais c'est marrant parce que après l'engouement pour l'Irox, on en a discuté il y a pas très longtemps, et en fait, moi, la conclusion, c'est toujours pareil, c'est que je me verrais pas faire ça. Mais par contre, encore une fois, si ça peut permettre à des gens d'aller vers l'activité physique, et si ça leur parle à eux, bah en fait c'est la priorité. Après, notamment sur le mouvement de l'Irox, j'étais assez critique sur, encore une fois, mais comme on a vu pour le trail, l'engouement sociétal pour une activité comme ça, et qui au fond peut s'apparenter à d'autres, et pourquoi celle-là prend le dessus, et surtout les travers après de trucs pour moi qui sont simples et accessibles, et qui vont devenir chers et compliqués pour certains. Voilà. Non, tout. mais François, tu vas faire en sorte que ça reste accessible. Ouais, alors le prix du dossard, forcément, on peut tout de suite en parler sur le modèle Irox. C'est une entreprise qui cherche à dégager des bénéfices, l'offre, la demande, ils augmentent les prix. Bon, est-ce qu'on Bien peut sûr. leur en vouloir? Souvent, je donne l'exemple du salarié. Est-ce qu'il refuserait une augmentation de son patron si son patron lui demandait de faire la même chose? Pas plus de travail, pas plus de tâches à accomplir pour un salaire plus important? Souvent, la réponse est non.
Et donc, est-ce qu'on peut en vouloir à ces entreprises d'augmenter les prix? Personnellement, je leur en veux pas. Et aujourd'hui, tout le monde se jette sur ces dossards-là. Peut-être qu'ils sont au courant que ça va pas durer et qu'ils en profitent. Mais je suis assez d'accord sur le constat que ça devient complètement délirant. Et quand j'ai vu des photos de l'Aerox à Londres où c'était impossible de doubler des gens, enfin voilà, on voit des formats qui deviennent un peu hallucinants et on se demande pourquoi aller faire ça. La question se pose. La pierre la pierre n'est pas jetée sur celui qui fait du business avec ça, j'ai envie de dire, mais plus, voilà, après on voit les personnes qui se plaignent parce que ça devient trop, trop de monde, trop fréquentable, et en fait, la finalité, c'est qu'il y aurait plein de manières, et notamment par exemple celle dont tu viens de parler juste avant, d'aller faire du sport ludique et différent et complet et intéressant pour la santé et tout ça. Mais Après, Louison, j'essaye de me faire l'avocat du diable, mais on est bien d'accord que le trail est quand même plutôt né dans des espaces naturels et dans des espaces montagneux. Et on est bien d'accord que la plupart des trails, d'ailleurs, avaient le nom de trail que dans des espaces montagneux. Donc, autant dire que c'est dans très peu d'endroits en France. Et puis finalement, un peu partout en France, on a vu des courses nature prendre le nom de trail. Est-ce que finalement, il n'y a pas un espèce de rééquilibrage? C'est-à-dire que le pratiquant du trail, je suis pas persuadé que la grande majorité des trailers actuellement se revendiquant comme trailers sont des gens qui habitent dans des espaces où historiquement on peut réellement pratiquer du trail, c'est-à-dire en montagne, en moyenne montagne. Et donc finalement, est-ce que ce qui est maintenant proposé sous cette forme-là n'est pas une espèce d'alternative pour des gens où on va véritablement adapter l'activité à l'endroit dans lequel ils se trouvent, et que finalement certains, pour faire du trail, Sabine pourra très bien en parler, on peut en parler, moi je peux en parler, on accompagne des gens qui vivent dans des endroits qui sont à des années-lumière de l'endroit dans lequel ils vont pratiquer 1 à 2 fois par année leur activité. Et donc finalement, c'est une espèce d'alternative. Alors toi, évidemment, Sabine, évidemment, le Duc, encore pire, moi, alors, autant dire encore pire, on n'est pas du tout à être cette fibre-là, mais nous sommes dans des terres historiques véritablement réservées à l'activité trail. Et que tous les gens urbains qui composent, je trouve, l'ensemble du peloton et de la grande majorité du peloton peuvent se retrouver dans ce genre d'épreuve. Tu vois, j'ai l'impression que effectivement c'est un peu plus adapté à des gens qui vivent à ces endroits-là, quoi. Après, si je peux me permettre, Steph, trail veut dire sentier, donc il n'y a pas vraiment d'association avec la montagne, même si et puis c'est urban trail veut dire Excuse-moi, ça Nico, veut dire mais aussi. quand on parle d'un trail, à chaque fois derrière, on met un nombre de dénivelés positifs pour c'est impressionner vrai, la c'est galerie vrai. et de la part de l'organisateur. Et je suis quand Mais même un peu dans l'indélicatesse de vous dire que tout ce qui s'apparentait à du trail, alors ça fait très vieux con, mais c'était dans des endroits qui s'appelaient la 6000D, le Canigou, bien l'UTMB, sûr, bien sûr. et donc on est dans des endroits Après, montagneux. Et qui irait penser à autre chose qu'un endroit montagneux quand il parle de trail? Ouais, c'est de l'étymologie, mais Sabine. désolé, quoi. un Breton, il pense à autre Ouais. chose que la montagne en première intention. Donc, je S'il pense parle de trail, il va penser au trail de Guerlédan, qui est le championnat du monde de la Bretagne. Il va penser à l'ultramarin, qui est l'une des courses historiques de la Bretagne, et on peut discuter de savoir si 1000 de D+, c'est suffisant pour être catégorisé de trail. Il peut penser aussi au Grand Raid du Finistère, qui avec ses 3700 de D+, et ses innombrables montées-descentes casse du montagnard par dizaines chaque année. Oh, tout de suite. On peut en discuter. Après, on Et, parle de et trail, la mais Bretagne est une grande terre de trail. Excuse-moi, Sabine, vas-y. Ouais, mais je pense qu'effectivement, en Bretagne, c'est peut-être la région qui n'est pas en montagne et qui a une vraie culture de trail. Mais sinon, l'essor de l'activité, je pense qu'il est clairement dû à des images de montagne Ouais. qu'on a vues à l'époque où les magazines se vendaient et tout. En couverture, c'était ça qu'il y avait. Et parce que les courses qu'on appelait cross des machins, cross du maïs, cross des châtaignes, cross machin, ça a toujours existé. Ça a touché une certaine petite partie des gens qui arrivaient avec des chaussures qui étaient même pas faites. En fait, on avait juste des chaussures de route qui servaient juste, c'était des chaussures de course, quoi. Et ça avait clairement pas enfin, c'était un sport de ringard. Alors que maintenant, le trail, moi, j'ai jamais été aussi à la mode qu'en pratiquant le trail, quoi. Parce que avant, je faisais du ski de fond. Imagine, du ski de fond quand t'es enfant dans les années 90, les gens pensent que tu pars avec leur grand-mère le mercredi après-midi, quoi. Donc, il y a vraiment le sport d'endurance et le trail en particulier a eu un essor ces dernières années, je pense, grâce à des paysages qui font rêver. Ça peut être des paysages de bord de mer, des grandes falaises et tout. Et c'est aussi beaucoup des paysages de montagne.
Même si dans Bon, la réalité, effectivement, les courses du dimanche, il y en a dans des endroits, qui sont peut-être un peu moins photogéniques, mais qui empêchent pas du tout de se faire plaisir, par ailleurs. Ouais. c'est vrai qu'on a quand même tous le fantasme de la montagne quand on vit comme François et moi assez loin, en l'occurrence en Bretagne et en Normandie par exemple. Le sujet du jour, c'est le prix des dossards. Je repousse un peu je retire un peu sur la corde. Et puis François, on s'est parlé un petit peu avant, à la fin de cette discussion, on fera gagner, enfin on proposera de gagner des dossards sur ton événement ITX. Comme ça, il y a des gens qui découvriront. François, je t'ai invité parce que tu es comme beaucoup d'organisateurs, et j'aimerais d'ailleurs que tu me partages les discussions que tu peux avoir avec d'autres organisateurs, notamment au sein de l'association France Outdoor, qui commence à réunir de nombreux organisateurs, dont les plus gros. De ce que tu vis toi comme organisateur. T'es pas organisateur depuis très longtemps, en 2020, enfin depuis la Covid en fait, où tu as lancé le Grand Raid du Finistère. Mais cet engouement dont j'ai parlé dans le sommaire, en fait, toi, tu l'as senti tout de suite, immédiatement. Ouais, Est-ce que tu t'attendais, je pose une deuxième question, est-ce que tu t'attendais quand tu as lancé ton petit trail? Je me souviens, on s'en était parlé, il y avait beaucoup d'humilité, de modestie, tu voyais ça tout petit. Et est-ce que tu avais l'idée que ça allait devenir ce que c'est devenu, ne serait-ce que dans l'image des gens, dans la tête des gens? Alors, tout de suite, j'ai su que le Grand Raid du Finistère allait devenir un événement majeur en France. Ça, c'était une intuition que j'avais parce que c'était exactement ce que moi, en tant que pratiquant et qui adore la montagne aussi, c'est bien de le rappeler, même si j'adore ma Bretagne et que je suis un peu chauvin, j'adore quand même participer aux épreuves de montagne. Je savais que cette course-là allait remporter un vif succès parce qu'il n'y avait pas beaucoup de propositions d'ultra trail dans le Grand Ouest. La presqu'île de Crozon étant en zone protégée, Natura 2000, Conservatoire du Littoral, Parc national régional, ONF, bref, je passe. C'est une zone qui est très protégée parce que elle est préservée, très belle, très très riche en diversité. Donc intuitivement, on pouvait se douter que de par ces deux éléments, il y avait quand même un potentiel pour avoir un événement à succès. Maintenant, est-ce que j'avais anticipé l'augmentation du nombre de participants comme on connaît tous, absolument tous, en ce moment? Absolument pas. Et d'ailleurs, je suis bien curieux de savoir qui aurait pu l'anticiper, de savoir qu'on aurait eu un tel engouement et qu'on aurait dû se creuser la tête pour savoir comment est-ce qu'on allait gérer tous ces inscrits. Avant, on se creusait la tête pour savoir comment est-ce que je vais inciter les coureurs à s'inscrire le plus vite possible sur ma course. On avait des systèmes de compte à rebours où on mettait la pression un peu aux gens en disant c'est maintenant, vite, allez, connectez-vous, c'est parti en avant. Et on avait des systèmes où on incitait aussi les gens à s'inscrire tôt avec des systèmes de tarifs préférentiels si tu t'inscris avant telle date ou si les 100 premiers ont un tarif préférentiel. On faisait des choses comme ça parce que pour un organisateur, alors je vois souvent de la critique des gens qui disent ouais, faut s'inscrire un an à l'avance, c'est pénible. Alors oui, sur certains aspects, tu peux te blesser pendant ta prépa, il peut se passer plein de choses, ton meilleur pote peut décider de se marier, enfin il peut se passer plein de choses dans ta vie. Par contre, pour un organisateur, c'est quand même intéressant d'avoir sa jauge pleine, du moins le nombre de participants qu'il va devoir servir pendant, du moins pour un sacré temps à l'avance, parce qu'on a plein de choses à anticiper, prévoir, les commandes, etc. Et donc, c'était aussi pour ça que c'était intéressant d'avoir ces jauges remplies assez tôt. Maintenant, aujourd'hui, on est dans ces réflexions de savoir comment est-ce qu'on va faire pour trier et être le plus juste possible, parce que c'est quelque chose qui m'importe beaucoup parce que je fais cette activité-là pour inciter les gens à faire du sport, leur permettre de participer à des beaux événements. Et aujourd'hui, on doit dire non en fait à des gens qui ont envie de participer à une épreuve sportive. Donc c'est un peu un non-sens, c'est une contradiction qu'on a dans notre activité qui est frustrante parce qu'on doit aussi ne pas non plus augmenter les jauges de participants pour pas faire des queues géantes et détruire un peu l'environnement. Voilà, on a tous ces sujets-là à prendre en compte et en considération qui sont des sujets un peu nouveaux. Donc on teste.
personnellement, j'ai jamais dit avoir la solution, la vérité. Et aujourd'hui, l'organisateur qui me dit c'est ça la solution, d'une certitude et d'un aplomb à toute épreuve, je crois que je fuirai absolument sa solution parce que je suis pas convaincu qu'il y en ait une qui soit vraiment idéale et au-dessus de toutes. C'est intéressant et d'ailleurs, en fait, la solution n'est pas la même selon l'organisateur ou le type d'événement. Qu'on soit en Bretagne ou qu'on soit à la montagne, par exemple, c'est des choses différentes. Qu'on soit un énorme événement en capacité d'accueillir beaucoup de monde ou peu. Donc, le premier jalon, c'est la possibilité d'augmenter les jauges, mais ça, c'est limité. Par exemple, toi, au Grand Raid du Finistère, tu as augmenté sur quasiment chaque année les jauges, mais là, ça y est, t'es arrivé à la jauge où... Est-ce que c'est toi, d'ailleurs, qui a déterminé que tu n'augmenterais pas le nombre de dossards, ou est-ce que c'est la préfecture, etc. Comment ça se passe quand c'est comme ça? Si toi, tu avais envie demain de faire un grand raid, excuse-moi, du Finistère à 10 000 personnes, ce serait possible ou pas? Non, ce serait pas possible parce que déjà les organismes de protection de l'environnement m'en empêcheraient. Donc le conservateur du littoral, qui est propriétaire de terres au bord du littoral, donne son autorisation de passage et nous on paye une redevance pour passer sur ce sentier. C'est de l'ordre de 2 euros par coureur. Donc ils donnent l'autorisation de passer chez eux. Ils disent OK pour tant de participants. Donc ça, c'est déjà la première restriction. La deuxième, c'est qu'on a des infrastructures qui accueillent les coureurs qui sont pas extensibles. On a des parkings qui accueillent les accompagnateurs, qui sont aussi de plus en plus nombreux, qui sont pas non plus extensibles. Et puis le parcours du Grand Raid du Finistère, c'est principalement de la monotrace. C'est du GR34 et comme je disais tout à l'heure, faire une queue géante pour l'expérience coureur, c'est pas terrible. Donc on a tous ces aspects-là qui nous disent que aujourd'hui, avec 2000 participants répartis sur 5 formats différents, on est à une jauge acceptable pour l'événement. Donc voilà, mais par contre non, la préfecture, à partir du moment où on a tout l'aspect sécuritaire et que tous les organismes sont d'accord, la préfecture ne freine pas. C'est ces organismes-là et nous qui décidons aussi de vouloir conserver cet esprit authentique, familial, et c'est un enjeu ça aussi d'ailleurs, on pourra en parler pendant longtemps, c'est comment est-ce que tu fais pour augmenter ton nombre de participants et du coup satisfaire un nombre de coureurs important, tout en gardant cet aspect authentique, convivial, familial. C'est un vrai enjeu quand t'es dans la position de l'organisation. C'est intéressant. Donc l'augmentation de jauge limitée, le prix, je l'ai dit un peu à la provoque au départ, ça c'est non. T'as acté déjà dans ta réflexion assez rapidement que tu voulais pas augmenter le prix de ton dossard pour l'instant. Je me trompe? Non, en fait, on a mis un prix juste dès le départ qui nous permettait d'organiser l'événement dans de bonnes conditions. Chaque année, ça nous permet même de faire des investissements pour améliorer l'événement chaque année. Aujourd'hui, on est sur un tarif, alors même si j'ai absolument horreur, je déteste cette comparaison et je le dis à qui veut l'entendre qu'il faut arrêter de le faire, mais bon, là, je vais le faire quand même parce que ça parle à tout le monde. Mais on est de l'ordre d'1 euro du kilomètre et aujourd'hui, c'est le tarif qui est juste en fait pour participer à l'événement. Donc, on a décidé de pas l'augmenter, même si ça aurait pu faire augmenter nos bénéfices. Voilà, on a décidé de pas le faire. Donc, on va conserver cet esprit pour aussi ne pas freiner les gens pour qui les fins de mois c'est plus difficile que d'autres. Même si participer à un ultra, de toute façon, ça reste un budget. Donc, est-ce que 30 euros de plus ou de moins sur un dossard, ça représente une grosse somme de différence? Bon, ça peut se discuter, mais bon, nous, aujourd'hui, on a décidé de pas le faire. Juste pour info, la clé de 12, elle reste à 1,83 €. Hein. Je dis ça, je dis rien. Tout court, même pas du kilomètre. Hein. Ah non, c'est 1,83 € les 300 km. Je renvoie les gens qui savent pas ce que c'est que la clé de 12 à l'épisode sur la Saint-Élion où tu avais fini par l'expliquer. Hugo, on va revenir sur toutes les possibilités. Qu'est-ce qu'on peut faire pour une inscription plus juste? Mais Hugo, je voulais avoir ton avis. Alors, je le dis souvent, tu es organisateur notamment du trail Nivoli-Revard. Est-ce que d'abord, c'est un trail populaire en soi. Est-ce que toi, tu as observé un changement
dans notamment la rapidité à l'achat des dossards par chez toi. Et tu le disais un peu à la blague tout à l'heure, mais est-ce que l'argument financier, l'augmentation du dossard, c'est quelque chose que un organisateur comme toi ou une organisation que tu représentes envisage? Non, on n'envisage pas de filtrer les gens au porte-monnaie, mais c'est quelque chose qui fonctionnerait très très bien et qui remplirait les caisses. Donc on peut être tenté à un moment donné. Enfin, demain, si je triple le prix de mon dossard, j'arriverai à remplir ma course. On passerait de 50 € à 150 € le 50 km et avec une bonne communication, ça passerait tout seul. Mais c'est pas, en fait, comme on organise en tant qu'association, on est là pour s'amuser. Ce qui est important, c'est que le prix de dossard compense les pertes, un petit peu comme disait François. Et puis, si jamais on dégage un petit peu de bénéfices, et bien voilà, c'est pour racheter du matériel. Nous, par exemple, on a cassé 2 Barnum l'an dernier. Donc voilà, cette année, on a cramé un peu d'argent pour en reprendre 2. Mais le Trail Niveau Rover a effectivement vu des inscriptions. Donc on a toujours été plein depuis 2019, mais on a été plein de plus en plus rapidement dans l'année. Et si tu veux, on fera la question tout à l'heure, comment j'ai fait cette année pour être pas pris d'assaut lors de ma date d'inscription. Et ça donnera sans doute d'autres... comme disait François, chaque course n'est pas dans le même territoire, donc c'est toujours différent. Donc les options que j'ai mis en place chez moi ne sont peut-être pas valables forcément chez lui, mais ça donnera des petites billes, des petits outils à tout le monde pour voir ça. Et Hugo, excuse-moi Nico, mais comment ne pas éviter éventuellement que là actuellement, François, toi Hugo, vous êtes des trailers qui a envie d'organiser des épreuves de trail, mais bientôt tu auras des boîtes d'événementiel, voire carrément des financiers qui savent même pas ce que ça veut dire le mot trail d'ailleurs, et peut-être qu'une semaine avant ou une semaine après ton trail dans le Nivolet-Revard, eh ben ils vont faire un autre Nivolet-Revard une semaine avant, une semaine après, mais eux ils sont boîtes d'événementiel, ils sont pas du tout trailers. Ils voient juste la manne financière d'un troupeau de gens avec un porte-monnaie. Avant même d'être trailers, ils ont surtout un porte-monnaie. Pourraient rapidement débouler dans le monde du trail parce que, effectivement, si toi, tu dis sur une bande AD+, nous, on est à 50 €, on peut passer à 150 et on voit ce que ça peut faire, on peut vite, moi, le premier, l'entendre et dire, oh, bon, dis donc, moi, je fais ça une semaine avant. Et effectivement, moi, je le mets à 200 et moi, je mets de la com et moi, je mets tout un tas de trucs et il y aura forcément une razzia et je fais un business plan incroyable. Donc, est-ce que vous sentez aussi de la part des institutions, des parcs et autres, peut-être faire aussi attention? Et on en a discuté, par exemple, entre nous dans la bande AD+, ça a été l'un des sujets de cette semaine avec toutes ces recommandations faites des fois de la part de certaines, voire et qui a même été proposé à Garmin de faire attention de ne pas sortir des sentiers et que le trailer aurait presque un état d'esprit qui pourrait déranger les sentiers et déranger la nature, voire saccager la nature, allons jusque-là. Est-ce qu'on peut pas non plus imaginer qu'il y a des garde-fous qui se mettent en place au travers de toute cette activité? Et du coup, quand le chamois sort du sentier et on lui envoie un fax, comment ça se passe? Quand le sanglier abîme le mauvais champ, c'est quel huissier qu'il faut contacter? Pardon, j'ai rigolé un peu de certains défenseurs de l'environnement. C'est une digression, mais ça t'agace très fortement. Oui, non, mais j'ai la première question. Stéphane, il a raison parce que dans le cas d'Eric, j'ai peur d'écorcher son prénom, Reganzoni, qui est dans le sud de la France, qui s'est fait, entre guillemets, voler sa course justement par une entreprise qui, via l'association du maire, va dilapider de l'argent public. Donc l'an dernier, ils ont dilapidé à peu près 500 000 €. Il y a le podcast avec notre confrère Nicolas Guineuf de Let's Try Podcast qui l'explique très très bien. Même si Eric joue un peu sur les mots, mais quand on écoute bien, on comprend ce qui s'est passé réellement, ce qui est une honte absolue. Et il faut d'abord pour l'organisateur tisser des liens forts avec, j'imagine pour François, hein, c'est les mairies des villages, entretenir le lien avec les maires, c'est ce qui demande du temps en sous-marin derrière, en la partie immergée de l'iceberg. Tisser des liens, voilà, pour nous, c'est le parc naturel du massif des Bauges, ce qui est peut-être pas forcément facile, puisque un certain nombre d'années, des gens changent de poste, donc il faut réapprendre à les connaître, à dialoguer avec eux, etc. Tisser un lien avec les personnes, éventuellement. Nous, on a une zone Natura 2000 qui est pas très très loin, donc pareil, on a un autre interlocuteur avec qui il faut travailler un petit peu main dans la main pour que tout le monde soit content.
Alors nous, comme on a des pelotons raisonnables et qu'on fait très attention avec un balisage qui n'est absolument pas permanent, mais ça se passe très bien pour le moment, on n'exagère pas. Et surtout, ce qu'il faut aussi, c'est que à un moment donné, si les coureurs se rendent sur un événement et qu'ils se rendent compte, dans leur très grande majorité, qu'ils se sont fait entre guillemets voler parce qu'ils ont payé 3 euros du kilomètre, c'était mal balisé, ils ont pas vu un seul bénévole, le chronométrage était lamentable, enfin, etc. Tout le service entre guillemets qui est derrière l'investissement qu'on fait en achetant ce dossard, mais il faut que les coureurs militent, mais ils le font déjà très très bien. On voit sur certains événements que des fois ça n'est pas très correct et ça fait un tollé sur les réseaux sociaux. Et derrière, pour l'instant, c'est très bien fait, comme en ce moment où nos agriculteurs français sont très très en colère. Et je crois que là, ils sont vraiment déterminés cette fois-ci à aller très loin parce qu'on ne les écoute pas, on ne les écoute pas. Et bien, quand on n'écoute pas un certain nombre de personnes, et bien après, ils arrivent à se faire entendre d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, c'est aussi aux coureurs dans les pelotons qui sont finalement d'une certaine partie, une toute petite partie, hein, bien sûr, responsables du coût des courses. C'est-à-dire que si vous trouvez qu'une course est trop chère, bah, dans un premier temps, abstenez-vous. Et puis si vous y allez et que sur place, vous vous êtes rendu compte que vous avez payé entre guillemets pour rien, eh ben, n'hésitez pas à prendre contact avec d'autres et à effectivement manifester votre mécontentement. Et ça résoudra pas les problèmes à 100%, mais ça peut être des moyens d'action. Sabine, Pour Nico, pour appuyer ce qui est dit, un jour, un organisateur, je disais, mais t'as de la chance de pouvoir remplir d'un coup avec toute cette base mail que tu as historiquement. J'étais au tout début de ma carrière, entre guillemets, sans la jalousie à plein nez, ça. Et je lui disais, mais tu as de la chance, enfin, t'as qu'à envoyer un mail et c'est bon, t'es rempli. Et du coup, c'est facile pour toi. Et il me disait, détrompe-toi, ma plus grande richesse dans l'organisation, c'est absolument pas cette liste email qui peut être scrappée très facilement aujourd'hui avec un hacking de niveau 0. C'est cette relation que j'ai avec toutes les institutions qui me permettent et qui me donnent leur accord de valider de mettre le coup de tampon pour organiser l'événement. Et ça, ce relationnel, il a d'une valeur extrême. Alors aujourd'hui, si tu as une boîte qui arrive de je sais pas où, déjà, il va falloir qu'elle trouve les bénévoles. Il va falloir qu'elle aille discuter avec tous les organismes de protection de l'environnement si nécessaire, les maires, et tout ça, c'est du travail. Donc, s'ils y arrivent, tant mieux. Après, l'offre et la demande en ce moment, c'est la folie. Donc moi, si demain il y avait un autre Grand Raid du Finistère qui s'organisait, je serais peut-être un des premiers à m'inscrire parce que moi je pourrais le courir. Mais ceci dit, pour rebondir sur ce que tu dis, toi, tu avais les deux, en fait. Tu avais cette proximité avec les gens sur le territoire et aussi quand même cette proximité avec les gens tout court à qui tu as parlé pendant plusieurs années, qui t'ont écouté, qui ont écouté tes recommandations, tes discussions et qui ont probablement eu envie de venir voir tes événements quand tu les as lancés. Donc c'est tout ton travail aussi, c'est du travail que tu as mené pendant plusieurs années qui aujourd'hui a permis à ton premier événement d'avoir une sorte de popularité. Mais la popularité, ça veut pas dire que ça va être facile à organiser pour autant. Non, bien sûr. En passant. Bien sûr, ça aide, ça donne un coup de boost, mais bon, ça ne fait pas durer si tu as une petite notoriété qui t'aide à te donner le premier coup de pied. Si derrière tu délivres pas, bon, les gens, ça se sait vite, hein, ça va dans les deux sens. Et pour reprendre l'exemple, enfin rebondir aussi sur le sujet du prix des dossards, on pense souvent aux organisateurs, aux sociétés qui vont profiter pour faire du bénéfice. On pense rarement aussi aux associations des parents d'élèves, au papa qui va organiser un trail pour récolter des fonds pour son enfant qui est malade. On pense rarement à ces gens-là en fait qui organisent aussi beaucoup d'événements et ça représente presque la majorité, à tous ces clubs qui organisent des courses aussi pour faire vivre le club. Si ces gens-là en fait ils ont la possibilité sans travailler finalement plus, je reviens sur mon propos de tout à l'heure, d'augmenter un petit peu le prix de ça et pouvoir financer un voyage scolaire de plus à l'école, un équipement de plus pour l'enfant handicapé, sans proposer quelque chose de plus. Est-ce que objectivement, les gens qui nous écoutent, les trailers, est-ce qu'ils étaient à leur place? Est-ce que réellement, ils s'en empêcheraient? Et ça, la réponse souvent, elle est non. En fait, si tu as la possibilité pour la même chose d'avoir un peu plus,
c'est vite tentant en fait d'y aller et donc moi ces gens-là qui augmentent le prix des dossards, je leur jette pas la pierre parce que c'est vite tentant et je les comprends dans certaines mesures parfois. Sabine, toi, tu n'es pas organisatrice, mais tu es proche d'une organisation par chez toi, dans le Vercors, l'Ultra Trail du Vercors. Est-ce que tu es sensible à ces sujets? Est-ce que tu es aux prises même avec ces sujets? Est-ce que l'Ultra Trail du Vercors ressent aussi cet engouement dont on parle depuis tout à l'heure? Et est-ce que il y a cette discussion à comment on fait pour gérer les inscriptions quand elles commencent. D'ailleurs, est-ce qu'il faut la gérer? C'est aussi une question. Est-ce qu'on peut tout simplement pas laisser les premiers qui commandent servis, quoi? Oui, bah du coup, avec l'Ultra Trail du Vercors et avec ma co-marraine de l'Ultra du Vercors, Léa Barnel, en fait, nous, on a profité du fait qu'ils font complètement le plein chaque année pour instaurer des quotas et augmenter la proportion de femmes. Donc, en fait, il y avait une proportion de dossards sur chacune des distances qui était réservée aux femmes. Et donc, les inscriptions étaient closes pour les hommes avant d'être closes pour les femmes pour permettre petit à petit d'augmenter la proportion de femmes sur l'événement. Et je trouve que c'est une piste qui peut être intéressante à explorer pour tous les événements qui sont sûrs de faire le plein chaque année, quelque part de faire complètement, enfin d'assumer une discrimination positive envers les femmes, de dire jusqu'à vos 28 ans, jusqu'à vos 35 ans, vous avez eu que des barrières à votre pratique, et aujourd'hui nous en fait on vous en fait tomber une et vous êtes vraiment les bienvenus. Et on a eu des retours extraordinaires de la part des femmes sur de voir en fait que l'implication de l'événement allait au-delà de mettre quelques serviettes, quelques tampons sur chaque ravitaillement et puis de s'en faire, ce qui est très bien, hein, mais parfois disons, on va dire que l'étalage de communication est quand même très conséquent par rapport aux réels efforts produits par l'organisation. Et là, il y a quand même eu quelqu'un qui gérait la plateforme d'inscription, qui s'est creusé la tête de savoir comment concrètement on allait pouvoir faire. Il y avait quand même cette petite prise de risque, si jamais les femmes viennent pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc on avait défini une date butoir où on disait au pire ça fera des heureux si vraiment les femmes veulent pas s'inscrire, mais ce qui a pas eu lieu. Et puis on avait du coup un stand aussi sur l'événement et notamment moi j'étais bénévole du coup, donc peut-être j'ai moins vu de coureurs, mais Léa elle courait la course et Léa elle court la course de façon beaucoup plus disons qu'elle est pas la tête dans le guidon pendant sa course et donc elle a pu discuter avec beaucoup de femmes qui étaient vraiment contentes de se sentir bienvenues sur l'événement. Donc ça c'était très positif. Et c'est vrai que après avec plutôt mon œil d'entraîneur, parce que c'est vrai que moi en tant que coureuse je ressens pas tellement ça, parce que on va pas se mentir, nous tous ici autour du micro, en fait si on veut un dossard à la majorité des trails on l'aura, donc c'est plutôt pour les coureurs qui n'ont pas ces facilités d'accès que c'est compliqué. Mais c'est vrai que les gens que j'entraîne ils sont obligés là de planifier la saison 2026 du début à la fin, ce qui est quelque part assez positif parce que ça oblige à se projeter, à faire des choix, à pas faire n'importe quoi, à pas prendre des dossards un peu qui vont faire le dossard de trop finalement plus tard. Mais d'un autre côté, c'est vrai que des fois, si tu as un objectif majeur en juillet, tu as envie de te dire je planifie tout jusqu'à juillet et puis une fois mon objectif passé que j'ai récupéré, je vois ce que je fais en fin de saison et ça c'est plus vraiment possible. Mais moi je trouve que c'est quand même quelque chose, enfin c'est un petit revers de la médaille de quelque chose qui est quand même super positif, que notre sport est dans une dynamique, que comme le disait François et peut-être Hugo, en fait pour les organisateurs c'est quand même génial quand tu mets tout en place pour un événement, d'être sûr qu'en fait il sera plein, c'est un confort incroyable. Et j'encourage d'ailleurs, assaut des dossards ou pas, j'encourage les coureurs quand ils savent qu'ils veulent aller sur un événement et d'ailleurs même nous qui avons des facilités, de pas attendre, de pas toujours jouer cette carte de joker, mais aussi quand les inscriptions
ouvre et qu'on sait qu'on a envie d'y aller, ben, de dire à l'organisateur: «Oui, moi je serai là». En fait, c'est quand même beaucoup plus confortable et nous, ça nous coûte pas grand-chose en tant que coureur à partir du moment où on a planifié la saison et les grands objectifs, de s'engager, quoi. Et après, je dis un dernier truc et puis après je laisse le micro, à mes camarades. Mais, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose, sur plein de sujets qui se crée entre un trail associatif et un trail professionnel. Pour, que l'Ultra Trail du Vercors, c'est un trail associatif et comme le Nivelles-Revard et François, je sais pas, quel est le statut de ton trail, c'est aussi une association. Donc je pense qu'effectivement, si on peut garder des prix de dossard Ah, accessibles, ça nous fait plaisir parce qu'on sait que c'est un sport qui coûte cher et qu'on va pouvoir, accueillir plus de coureurs. Mais, tu vois, les organisations profess et aussi, pardon, les organisations associatives, cette force qu'on a, c'est que les gens ont envie d'être bénévoles pour des courses associatives. Parce qu'en fait, tu as pas envie de donner ton temps libre gratuitement à quelqu'un qui se fait de l'argent sur ton dos. Par contre, pour aider l'association du coin, oui, volontiers. Et donc, c'est à se demander, ouais, même carrément, si les organisations professionnelles, elles vont pas carrément augmenter les prix des dossards, mais peut-être pour, salarier au SMIC horaire, des gens qui prennent de leur temps pour travailler. Parce qu'en fait, après tout, pourquoi demander à des gens de travailler bénévolement pour quelqu'un qui fait un chiffre d'affaires? C'est peut-être pas logique, c'est quand même bizarre. Il y a pas beaucoup d'autres activités rémunératrices, qui fonctionnent comme ça, à part les Jeux olympiques. Mais du coup, ouais, je pense qu'on est vraiment dans un sport en pleine évolution et notre auditeur qui s'inquiétait, de cet assaut sur les dossards, alors moi, ça m'a fait sourire parce qu'en fait, s'il s'est rendu compte de l'assaut sur les dossards, c'est que lui-même était probablement allé sur la page d'inscription, assez tôt dans l'année. Mais, ce qui est très bien et je le comprends, il a envie de planifier 2026 et ben, de se rendre compte qu'en fait, c'est aussi en étant parfois bénévole sur des courses qu'on permet à toutes les courses qui galèrent un peu, à se maintenir, ben, de se maintenir et puis, ça évite de rentrer dans cette, dynamique, dans laquelle on est quand même déjà bien, bien engagé, où le trailer est uniquement un consommateur d'événements et je pense que tout le monde a y gagné à donner un petit peu de son temps à être bénévole. C'est quand même pas du tout comme être organisateur. Être organisateur, c'est des responsabilités toute une année, des soucis qui tombent à l'improviste. Quand t'es bénévole, t'as une mission, tu l'assures le jour J et puis c'est fait. Et mine de rien, t'as mis ta petite pierre à l'édifice et puis t'as compris aussi comment ça se passe de l'autre côté. Et ça dissuade un peu de râler parfois, de connaître ce qui se passe derrière. c'est intéressant parce que effectivement, ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est très positif au point où les organisations peuvent, en fonction de qui elles sont, de où elles veulent aller, de mettre de la politique dans la façon de gérer les inscriptions, comme tu l'as expliqué avec l'Ultra Trail du Vercors. Louison, Oui, et puis d'ailleurs, choisir de pas augmenter les prix comme le fait François, on peut aussi dire que c'est un c'est choix politique politique, aussi, en fait. C'est bien sûr. décider, que les dossards restent accessibles à tous. Je vais questionner ensuite François et aussi le Duc pour savoir qu'est-ce que vous mettez en place, qu'est-ce que vous allez mettre en place à l'avenir pour gérer les inscriptions, puisque par exemple François n'a pas envie de faire le premier, j'ai du mal avec cette expression, premier arrivé, premier servi. Louison, je voudrais avoir ton avis là-dessus. T'es pas organisateur, je crois pas, ou peut-être bénévole dans ton coin de pays. Mais c'est quoi ta vision des choses, même si toi, tu as les dossards comme tu veux, évidemment. Et puis c'est pas fini de se passer. Ouais, effectivement, c'est un peu délicat de parler dans un cas qu'on connaît mal au final. Je suis un peu proche de l'organisation, du Trail des Écrins ici et il a pas trop fait exception à la règle. Voilà, les ouvertures ont ouvert le 10 décembre. Je crois que le 11 ou le 12, la distance phare était complète. Mais, moi, ça me soulève 2 choses. Une dont Sabine a déjà parlé, c'est que je comprends que ce soit rageant et qu'on n'ait pas envie de projeter toute une saison, complète avec tous les aléas qui peut se passer dans la vie, sportive, professionnelle, personnelle et cetera et en même temps, je me dis que ça ajoute aussi ça enlève peut-être un petit peu ce côté, consommation de dossards des fois, qu'on peut avoir, que ce soit au dernier moment ou que ce soit, en faire beaucoup. Est-ce que, finalement, ça peut pas aussi rajouter un peu de la valeur aux courses qu'on fait? Au-delà de l'aspect, hem,
Bon après c'est le rapport à la compétition de chacun, mais de l'aspect, est-ce qu'on peut pas retrouver, sans dossard, aussi des enfin, est-ce qu'on est obligé de mettre un dossard pour avoir des sensations en trail, pour, se faire plaisir et cetera? Je dis pas qu'il faut pas en faire, je dis juste que peut-être qu'on n'est pas obligé d'avoir, une course tous les week-ends pour chercher ces sensations-là. Et ensuite l'autre chose qui m'est venue en vous écoutant, c'est je pense quand même, je parle d'un truc que je connais peut-être un peu moins, mais je pense qu'il faut quand même aussi dissocier les trails, quand bien même, on parle pas de l'UTMB, de la Maxi Race, du Marathon du Mont Blanc, mais on parle quand même là à chaque fois de trails qui sont, régionalement, réputés et qui ont soit du vécu par le passé qui fait que les gens, connaissent ce trail. Il est réputé pour, le lieu, l'organisation, la qualité de l'organisation, quelle que soit la raison, il est réputé. Du coup, les gens se penchent quand même beaucoup vers certains trails, cibles, et j'ai en tête, dans certaines régions de France où, le trail, comme disait un peu Sabine, ce qu'on appelait les crosses avant, que maintenant peut se renommer un trail, enfin, en fait, il y a plein de courses, au saucisson comme on dit, qui sont encore disponibles jusqu'à, peut-être 2, 3, 4 semaines avant l'événement et on ne sait pas toutes les courses qui sont bookées 1 an avant. Je pense qu'il y a déjà un biais de communication sur la course et même si c'est un trail associatif, encore une fois, voilà, je parle pas des mastodontes, d'entreprises, d'événementiel. Mais mais on revient sur ce truc de, on veut participer à ce trail parce qu'on en a entendu parler, parce qu'il est réputé tout ça, alors que, je pense qu'il y en a plein d'autres aussi où on peut retrouver ça, avec des facilités d'accès, quoi. C'est intéressant ce que tu dis, Louison. J'ai une information là qui dit. Je te donne la parole après, Seth. Juste pour compléter ce que dit Louison, il y a du vrai et entre guillemets du faux. J'ai posé la question à Maxime Delaporte de Miles République. Je voulais savoir s'il avait des chiffres Ouais, c'est intéressant. concrets. Est-ce que lui, enfin, est-ce que la plateforme constatait effectivement cet engouement? Est-ce qu'on pouvait raisonnablement parler de razzia ou est-ce que c'était un mot médiatique? Est-ce que c'était constaté en fait? Alors oui, il y a un vrai constat puisque il augmente. Il y a une alors déjà, les organisations ouvrent les inscriptions plus tôt que d'habitude, et c'est 80%. Alors que je dise pas, je vais lire la phrase pour pas dire n'importe quoi. Les événements à la vente sur la plateforme Maes République, évidemment, atteignent plus 80% de leur jauge 21 jours plus tôt en 2025 par rapport à 2024. Il me donne un exemple qui est proche de moi en Normandie. Je cite parfois des trails. Ce sont deux petits trails, avec tout le respect qu'on leur doit, mais le trail Robert le Diable, c'est vraiment très très local, ou encore le trail des requins. Ils ont ouvert tout récemment. Le trail Robert le Diable, c'est 1300 participants quand même, rempli en quasiment 48 heures, un peu plus. Le trail, le Robert le Diable, pardon. Le trail des requins, qui a fait le plein en moins de 7 jours. Là, c'est 1200 participants et c'est vraiment un trail local. Donc, ça, c'est assez impressionnant. La Sky Race des Matézins, qui est aussi dans la plateforme, elle, en quelques heures, c'était sold out. À l'inverse, qu'il me dit, c'est qu'il y a quand même, et ça va dans ton sens, Louison, un certain nombre d'événements, il en a compté 60 trails dont les inscriptions sont ouvertes aujourd'hui, où il y a des places dispo. Donc il y a encore des événements Ouais. qui ne sont pas sold out. Mais tu vois, tu dis, 21 jours plus tôt, donc ça veut dire effectivement, il y a une tendance au plus tôt, mais ça veut pas dire non plus que tout le monde est obligé de faire sa saison 1 an en avance et d'aller Non, s'inscrire, 1 an en non, non, avance et que en fait, si on a un trail, local, je sais pas, je dis n'importe quoi, en août 2026, bah, peut-être que si on y réfléchit en juin, juillet, on pourra encore, voilà. probablement. Après, je parle pas des énormes organisations, encore une fois. Mais de plus en plus, je me souviens au début en 2022, on avait ces discussions-là dans la bande AD+, et il y avait la plupart des événements locaux, on pouvait encore venir le matin même ou Oui, bien la sûr. semaine pour aller chercher Mmh. son dossard. Ça, pour le coup, ça devient, y Mmh. compris dans Ouais, les événements locaux, de moins en moins vrai par tous les mais observateurs. Mais c'est mais vraiment un ça sujet intéressant. Steph, ça je excuse-moi. ouais.
Non. Juste pour compléter, moi je me rends compte, Sabine doit s'en rendre compte aussi, parce qu'on accompagne des personnes, que quand ils écrivent effectivement leur partition de l'année et que parfois on creuse un petit peu les intentions personnelles profondes des athlètes, qu'il n'est pas toujours nécessaire qu'ils parviennent à leur fin en prenant un dossard et qu'ils aillent dans une organisation. Louison évoquait ce sujet, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des moments dans la saison où on a nécessité ou envie profonde et vrai, presque vital d'avoir besoin de passer par une organisation. Mais je me rends compte qu'en discutant un peu plus avec les athlètes, on se rend compte que finalement, dans la majorité des cas d'ailleurs, parce qu'on accompagne des athlètes de tout niveau, bien souvent de niveau moyen, hein, on n'a pas tous nécessité et envie d'atteler que des athlètes de haut niveau, et que la masse finalement qui compose le peloton ne sont pas toujours finalement ils vont suivre un copain, suivre un club ou suivre un engouement parce qu'ils vont se renseigner sur le trail. Mais il y a tellement de possibilités autres que de prendre un dossard, il y a tellement de possibilités autres de se retrouver déçu, frustré de ne pas pouvoir être pris sur une course et de quand même parvenir à ce que l'on cherche dans le trail. Tout le monde ne cherche pas à tout prix à faire une organisation et un dossard et un classement, etc., etc., et qu'il est tout à fait possible grâce à tout un tas et d'applications et de terrains de jeu, de découvertes, enfin tous les arguments qui nous poussent à faire du trail, qu'il n'est pas nécessaire de prendre le départ d'une course. Donc j'ai envie de te dire, avant de prendre d'ailleurs le départ à tout prix pour dire j'ai fait partir de ce tour de manège, posez-vous la question de qu'est-ce que vous avez véritablement envie de vous transmettre ou de sublimer ou de vous procurer au travers de cette activité. Et ben dites-vous qu'il est possible peut-être de le faire sans passer par une organisation, que vous avez tout un tas de personnes qui peuvent vous aider. Ça va de l'accompagnateur moyenne montagne avec le diplôme pour vous accompagner sur une sortie longue dans un massif montagneux que vous ne connaissez pas et que vous voulez pas partir tout seul, à toutes les applications. Et vous pouvez faire du off. Ça marche tout aussi bien pour se procurer tout un tas de sensations que vous allez rechercher dans le trail sans forcément passer par une application. Et renseignez-vous autour de vous. Tout un tas maintenant de clubs proposent des sorties off. Tout un tas d'associations proposent des sorties off. Tout un tas d'accompagnateurs montagne proposent des sorties off. Tout un tas d'applications proposent des sorties off. La démocratisation aussi de tout ça vous permet d'aller vous balader sur sentier balisé une semaine avant, une semaine après. Je suis pas en train de dire que c'est pas la peine de faire des organisations officielles, mais de toute façon elles sont pleines. Donc si vous n'avez pas vraiment besoin d'un dossard pour vous procurer ce que vous venez chercher dans le trail, faites-le en off, ça marche tout aussi bien. Puis je fais un clin d'œil à Maxime de Trails in France, qui est une agence de voyage spécialisée en trail, avec qui je discutais en marge de la Saint-Élion, et il constatait lui aussi à son échelle que c'était de plus en plus il y avait un engouement aussi pour les sorties trail. Et lui, par exemple, il a décidé les jauges des gens qu'il embarque, enfin que lui et ses collaborateurs embarquent, il veut pas les augmenter parce qu'il veut qu'on garder cette essence du trail, d'emmener les gens en montagne et leur faire vivre une vraie expérience. J'allais dire minimaliste, peut-être pas minimaliste, mais en tout cas que ça ne devienne pas une espèce de marché aux bestiaux en sentier. Et c'est bien que tu en parles, aussi bien de Maxime et d'autres. Et ça, c'est un filtre qui ne passe chez aucun organisateur, qui ne passe chez aucun sponsor. Personne ne voit ce filtre arriver. Moi, je le vois de par ce que je peux échanger au travers de la bande AD+, de ce que je suis. Et moi, j'ai un afflux d'athlètes énorme. Je suis à 70% de mes athlètes qui ne prennent pas un seul dossard de l'année. Et pourtant, s'il faut parler business plan, 70% des athlètes que j'accompagne ne prennent pas de dossard et qui sont là pour se développer personnellement. Personne ne voit ce spectre arriver. Et cette masse, elle est énorme. Elle est plus grosse chaque année. C'est-à-dire que effectivement, ce phénomène que l'on est en train de parler, et il y a des gens qui se mettent sur la marge parce que finalement, ils ne s'y retrouvent plus là-dedans. Et donc, j'ai envie de dire, l'organisateur, le jour où il décide de faire sur le principe de la marche gourmande, ça peut paraître un peu cucul à praline de parler comme ça, mais après tout, je vous rappelle qu'on parlait en début d'émission, nous en 2003, quand on veut monter une association au club de Saint-Dié-des-Vosges pour aller faire une association avec un groupe de trail, on nous a dit est-ce que vous voulez pas aller voir le club vosgien ou le club de marche du coin pour faire une section trail. Voilà où on en était. Et ben peut-être qu'en 2025, le jour où il y a un organisateur qui dit la veille ou 3 jours avant ou carrément la semaine d'avant, sur le parcours officiel de la semaine prochaine où tout le monde va partir à la même heure, 2000 personnes, sur la Maxi Race
ou sur le trail du Finistère ou sur le trail des Châtaignes, d'ailleurs, comme nous a expliqué Sabine, eh ben peut-être qu'une semaine avant, entre 8h et 10h du matin, vous avez le droit de partir. On a juste balisé, on a mis un ravitaillement, vous partez à l'heure que vous voulez, mais vous allez profiter du parcours. Eh ben, je trouve que ce principe-là, le jour où tout doucement ça va revenir au goût du jour, on va avoir un étalement. Il n'y a pas des gens qui ont envie d'être chronométrés, il y a peut-être des gens qui ont simplement envie de découvrir un parcours, mais qui veulent le faire en toute sécurité. C'est une des options aussi, et je suis pas certain que ça va pas vite se remplir aussi, parce que il y aurait beaucoup de personnes et qui allégeraient d'ailleurs tous ceux qui prennent des dossards et qui se retrouveraient mieux à faire peut-être une activité beaucoup plus ludique en ayant juste pris le départ entre 8h et 10h du matin de façon libre plutôt que chronométrée. Hugo, toi, tu serais OK avec à ce que des gens utilisent le balisage fait par le trail Niveau-les-Revards sans dossard le matin même avant le départ? Non, parce que ça rajouterait à la masse de personnes sur le circuit, et j'aurais peur que ça me mette en porte-à-faux avec, tu vois, ce soit les propriétaires privés. J'en ai quelques-uns où je demande justement à passer exprès chez eux, donc j'arrive avec mon nombre de coureurs et l'horaire de passage, ce qui est très important. Notamment, sans vouloir faire exprès ce coup-ci, pour retomber sur le cas d'un agriculteur, il nous est déjà arrivé de lui demander, parce que ce jour-là, il devait changer les vaches de champ, et de lui demander à quelle heure il voulait le faire pour voir si ça coincidait avec le parcours, et si on ne devait pas contourner. Bon, on a eu un coup de bol, on n'avait pas eu besoin de le faire, mais il faudrait que ces gens-là le fassent sans doute à d'autres moments, parce que le problème est aussi de ne pas surcharger les massifs. Enfin, encore une fois, ça dépend des territoires, mais je pense par exemple autour du Puy de Sancy, pour aller un petit peu en Auvergne. Faut faire attention à ces quotas, donc c'est une bonne idée de proposer d'autres choses comme ça, mais il faut voir comment on vient l'articuler avec l'événement qui lui va être un peu déjà saturé. On sent que des fois Ouais, les gens mais veulent nous faire Hugo, les pelotons. Hugo, vaut mieux l'organiser parce que, à moins que vous soyez naïf, mais ça se fait déjà à vitesse grand V. On va prendre un autre sujet. À partir du 1er juillet jusqu'à la fin août, dites-vous bien que sur tout ce qu'il y a sur le Tour du Mont Blanc, en plus des coureurs, en plus des marcheurs, il y a presque un quart ou un tiers de gens qui sont là pour faire le Tour du Mont Blanc en reconnaissance, et c'est étalé sur tout. N'importe quelle trace de n'importe quel trail, même du petit trail du coin, excuse-moi de te dire qu'à partir du mois de mai, il est pris parce que les gens vont sur le parcours. Et il y a même, alors c'est plus rare, il y a des gens Oui, qui mais c'est un prennent carrément le problème, départ. ils n'ont pas le droit. Ouais, je sais bien, mais n'empêche que les Ce sont parcours des sont quand même plus qu'utilisés parce que les traces GPX sont à disposition de tout le monde. Il y a même des gens qui prennent des départs maintenant de course sans avoir de dossard, mais qui Ah participent oui, à l'événement sans dossard. Et les parcours sont empruntés. Donc, le jour où l'organisateur se dit que la semaine d'avant ou la semaine d'après, excuse-moi Sabine, que le jour d'avant ou le jour d'après, éventuellement, on puisse profiter de ce parcours sans avoir cet effet chronomètre, cet effet mais découverte du territoire et découverte du parcours, je trouve que c'est aussi une incitation à ne pas non plus être tous dans un espèce comme des bestiaux dans un entonnoir, et qu'on l'organise, parce que tôt ou tard on va y venir. si c'est une propriété privée, t'organises rien du tout. Et si les gens continuent à bafouer les propriétés privées, bah c'est simple, le trail disparaîtra. C'est aussi simple. C'est Le propriétaire exactement aura toujours raison. C'est exactement ce que je veux dire, Hugo, que organisons les choses, parce que avec cette ampleur que l'on est en train d'évoquer depuis le début, dites-vous bien que tôt ou tard, il y a des gens que ça va vraiment gonfler et qui vont y aller de façon totalement anarchique. Une trace GPX du trail du Niveau-les-Revards ou de n'importe quelle course, elles sont toutes disponibles. Et tous ces gens qui ne veulent absolument pas juste être à la course aux bestiaux pour savoir qui c'est qui a la plus grosse quéquette avec un dossard sur le ventre, vont utiliser tous ces parcours tout au long de l'année sans franchement prendre le départ d'une organisation. Donc, ça peut tout à fait se faire de façon correcte en étant organisé aussi, cette manière de faire. Sabine, et après on demande à Hugo et à François leur solution pour les inscriptions. Sabine. C'est vrai que c'est un vrai problème, cette idée des recours, parce que chaque personne individuellement a vraiment pas l'impression de faire quelque chose de mal, et c'est vrai que, moi j'avoue, je reprends l'Ultra Trail du Vercors. En fait, c'est une course où nous, le parcours change chaque année. Donc tu peux pas te dire: «Je vais reprendre la trace de 2024 pour aller faire ma reco 2025». On ne met le tracé GPX que la veille au soir de l'événement sur le site. Malgré tout, pour que les gens aient quand même une idée de ce qui les attend,
on dessine sur une carte à quoi ça va ressembler. Et honnêtement, tu prends ton appli GPS, tu traces le truc et t'as la trace de la course en fait. Enfin, on ne crée pas non plus des sentiers pour la course, donc tu peux finalement reconnaître en off. Et d'ailleurs, moi, j'avoue, je l'ai fait personnellement. Donc, j'avais pas demandé à l'organisateur la trace. J'ai tracé avec ma petite souris ma trace. Et puis, c'est vrai que je suis allée sur le parcours et c'est vrai que ça interroge parce qu'en fait, si tout le monde fait ça, ça veut dire qu'on passe dans des propriétés privées mais en même temps, c'est des propriétés privées, mais avec ou sans la course, moi, habitante du Vercors, je pouvais avoir envie de passer par ce sentier. J'ai pas non plus sauté de barrière pour aller reconnaître ma course, quoi. Mais c'est vrai que c'est un souci. Nous, par exemple, notamment, on a des éleveurs de brebis qui sont très, très nerveux et avec des chiens qui sont encore plus nerveux. Et ça, c'est un vrai souci. Parce que oui, il y a un vrai accord qui fait que premier week-end de septembre, on est sûr que ça passe loin du troupeau, mais le reste du temps, par contre, il y a moyen de se faire croquer. Il y a de la régulation de trailer hors la loi. Après, les organisateurs ne peuvent pas être responsables de tous ceux qui n'encadrent pas dans le cadre moi, je trouve qu'à partir du moment où effectivement on met pas en ligne le GPX, qu'il faut quand même aller se creuser un peu la tête et tout, on peut pas demander à l'organisateur d'en faire plus parce qu'en fait, tu peux pas dire venez faire une course, elle fait 85 km et 5000 mètres de dénivelé, mais on vous dit pas du tout par où ça passe. Bonne chance. Enfin, au moins pour prévoir un peu tes allures, tes ravitaillements et tout, t'as quand même envie de savoir à quelle sauce tu vas te manger. Non, mais il faut arrêter ces repos là. C'est un attention, l'argumentaire principal des gens qui vont participer au trail du Finistère. Est-ce que c'est véritablement d'avoir des allures et de savoir comment ils se placent par rapport aux autres? Est-ce qu'il n'y a pas un côté... C'est la découverte du territoire. Oui, mais t'as quand même envie de savoir un peu par où on va te faire passer. Ah ben évidemment, mais est-ce que l'argumentaire principal pour faire du trail à l'heure actuelle, c'est peut-être moi qui suis trop vieux, moi j'ai l'impression que c'est avant tout le premier argument. On parle de la masse, on parle pas des gens de devant, on parle de la masse. La découverte du territoire. Enfin, à moi que je sois complètement idiot, mais moi si je fais du trail, avant tout, mon premier argument c'est la découverte du territoire. Et donc la découverte du territoire, j'ai envie qu'elle se fasse du mieux possible. Et s'il y a un organisateur qui connaît très bien son coin, va me baliser un endroit où il va me faire passer par les plus beaux endroits de ce coin, ça me permettra de découvrir la découverte du Finistère, du Vercors, du Puy-de-Dôme, etc. au travers. Après, à la responsabilité de chacun de regarder si c'est un espace public ou privé. Par contre, voilà, non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on utilise l'argumentaire de l'organisateur parce qu'on sait qu'on va être dans une organisation sécurisée, cadrée, bien balisée, qui va me permettre de pouvoir simplement jouir de la découverte d'un territoire en ayant en plus quelqu'un qui m'a porté de la nourriture à droite à gauche, qui m'a balisé le parcours. C'est l'essence même du trail et c'est génial. Mais on est en train de se rendre compte à l'heure actuelle, effectivement, que si je veux rentrer dans cet univers-là, je suis obligé de passer par tout un tas très compliqué, voire de me retrouver presque complètement fou devant un ordinateur à toute vitesse et que ça se passe mal et puis que ça coûte cher, etc. Et qu'assez rapidement, il y a tout un tas de personnes qui vont se dire mais finalement, il y a tout un tas de solutions maintenant qui me sont proposées en 2025 qui ne nécessitent plus de passer par la case trail, organisation et tout le bazar. Alors que moi, à la base, je voulais juste découvrir le Puy-de-Dôme, le Vercors, le Finistère et que finalement, c'est dans un délire. Hugo, les solutions pour la gestion des inscriptions futures. Alors, par chez toi ou les conseils que tu vas donner avant d'écouter la substantifique moelle de la réflexion de François. Ouais, ben comme pour l'écologie, j'aime bien donner des conseils qui vont vous alléger le porte-monnaie. Alors, amis organisateurs, et navré pour les gens comme Robin Schmitt que j'apprécie, mais que je fais du coup un petit peu moins travailler. J'ai réduit le budget communication énormément. Alors, suite à la publication de l'article immonde de Luc Burnot dans Trail Endurance Mag, j'ai commencé par supprimer l'argent que je leur donnais, qui faisait passer la Duc Army pour des hooligans décérébrés. Donc voilà, ça c'était facile à couper comme dépense. Robin, pour la partie communication, en fait, j'ai réduit sa plage de travail, ce qui fait que pour l'instant, les gens n'ont quasiment pas entendu parler du trail Nivolet-Revard. J'ai donné une date d'ouverture des inscriptions qui est fausse, c'est-à-dire que le lien fonctionne actuellement.
Donc des gens se sont inscrits malgré que sur le site, il y ait une date d'inscription qui soit ultérieure d'ailleurs à la publication de ce podcast. Donc des gens malins se sont déjà inscrits et d'autres attendent peut-être la fameuse date d'inscription. Quand elle aura lieu, nous n'en parlerons pas, nous allons attendre un petit peu. Voilà. Et puis si jamais ça s'inscrit pas trop, ne sait-on jamais, là on peut actionner, hein, justement, tac, on placarde, oh là là, il reste des places, inscrivez-vous. Mais sinon, on espère que ça augmente petit à petit au fil du temps. Et d'autres choses qu'on a mis en place, à part la communication et le fait de jouer sur les mots, malheureusement, on n'a pas pu augmenter la taille des pelotons, qui est la même depuis facilement 3-4 ans. Donc, on n'a pas voulu non plus augmenter le prix, qui, pareil, reste plus ou moins le même. Après, ça dépend de l'évolution de nos kilométrages. Et on a... voilà, c'est l'absence de communication tant qu'il n'y a pas urgence, puisque en fait on n'a pas besoin de dimensionner les lots ou quoi que ce soit, comme le disait François avant, parce que on sait qu'on va avoir tout le monde le jour J. Et si un mois avant il faut tambouriner pour que les gens s'inscrivent, les gens vont s'inscrire, parce que aujourd'hui il y a tellement plus de dossards sur les courses. Et les courses, attention, hein, méfiez-vous si vous organisez une course plus tard dans l'année, les courses qui n'étaient pas pleines le jour J l'an dernier le sont parfois devenus. Je prends l'exemple du trail de la Sainte-Baume, qui est un trail très sympa. On y va cette année avec la Ducarmi justement, mais jusque-là, ils avaient une inscription qui était calme, tranquille. Ils étaient pleins le jour J, bien sûr, mais ça montait gentiment. Et là, le jour J, bam, parce qu'ils ont fait l'erreur, enfin, il n'y a peut-être pas que ça, hein, mais ils ont fait l'erreur de dire « Oh là là, c'est... Attention, semaine prochaine inscription. Ah, c'est aujourd'hui, pensez à vous inscrire. » Bon, 2 heures après, tout le monde était inscrit. Intéressant. C'est le luxe de l'organisateur qui sait qu'il va remplir peut jouer finalement. Tu peux jouer. La diminution des coûts de communication a déjà l'intérêt de 1, ne pas frustrer les coureurs qui vont s'entasser le jour J pour s'inscrire, et 2, vous faire économiser de l'argent, ce qui fait que vous n'êtes pas obligé de monter le prix des dossards. François, avant de te donner la parole pour que tu nous expliques quel est ton cocktail, le cocktail que tu as mis en place pour des inscriptions au Grand Raid du Finistère, je vais donner la réponse de la communauté des plus au sondage. Donc, quelle solution? Premier arrivé, premier servi, 24% des gens sont pour ce côté. Voilà, c'est au plus rapide c'est au plus fort la pouque. Tirage au sort aléatoire, 25%. Tirage au sort pondéré, c'est-à-dire c'est la fidélité qui est récompensée. Plus tu tentes de t'inscrire, plus ta probabilité d'être tiré au sort augmente. 29%. Et le tirage prioritaire, dont tu vas nous parler certainement dans quelques instants, c'est-à-dire, comme l'a expliqué tout à l'heure Sabine, une priorité aux femmes, priorité aux bénévoles, priorité aux locaux, priorité à peu importe, c'est 22%. On a vraiment quasiment tout à égalité, mais ce qui ressort un petit peu plus que les autres, c'est le tirage au sort pondéré, donc c'est la prime à la fidélité. Maintenant, François, je te laisse nous dire quel est le cocktail que tu as choisi pour mener tes inscriptions. Ouais, alors ce qui ressort quand même de ton sondage, ça rejoint ce que j'allais dire en commençant. Absolument. C'est qu'il y a pas de vérité. Chacun a sa vérité, qui est peut-être pas la même vérité d'il y a 2 ans, qui sera peut-être pas la même dans 2 ans. Et c'est vachement intéressant. Et enfin l'organisateur, il doit choisir son combat, bien le choisir, et puis peut-être qu'une année il choisira un combat et l'année d'après il en choisira un autre. Nous, cette année, on a fait le choix de favoriser nos bénévoles, parce qu'on parle tout le temps il n'y a pas de course sans bénévoles, etc. Pour autant, qui fait réellement bénévole en étant trailer? Il y en a peu, statistiquement, qui portent des dossards, mais sont aussi bénévoles. Voilà. Il y a... Dans chaque club et chaque organisation, il y a des organisations qui disent nous cette année on n'a pas pu organiser parce que on manquait de bénévoles. Donc nous on n'en manque pas, mais on a envie de faire une rotation,
de dire les coureurs vont aussi donner un coup de main s'ils le peuvent. Et c'est aussi pour faire un engagement local, parce qu'on a quand même, je le disais tout à l'heure, des zones protégées en veux-tu, en voilà. Et c'est aussi pour réduire l'empreinte carbone de l'événement. C'est une sorte de façon différée, parce que les bénévoles, c'est quand même des locaux. Rares sont ceux qui vont traverser la France pour faire bénévole sur un événement. Ça existe sur certains événements, mais ça reste à la marge. Et, et donc, on a décidé de laisser pendant une semaine la priorité d'inscription à nos bénévoles. Donc, c'est une mesure qui est assez discutable, parce que certains organisateurs, comme je disais, ont peur de plus avoir de bénévoles après. Moi, c'est pas du tout une crainte. Je pense au contraire que j'ai plus de coureurs qui vont vouloir participer à l'événement en deux, et qui vont se dire, bah tiens, cette année je donne un coup de main, l'année prochaine je participe, et puis bah, peut-être que j'ai adoré l'expérience de participer en tant que bénévole, et je vais refaire bénévole. Donc voilà, j'ai décidé de mettre en avant cette action de bénévolat en priorité. Ensuite, on a une deuxième mesure qui était importante pour nous, c'était aussi de favoriser les groupes, les clubs qui ont envie de participer, les groupes d'amis qui ont envie de participer entre eux et qui se voient Si pas. la Duc Army, par exemple, a envie de venir détruire, comme des sagouins, les sentiers du Finistère, ils peuvent. On en a plein en Bretagne. Hein. Ils sont nombreux. Un clin d'œil, évidemment, c'est faux ce que je dis. Hein. Et on a Vainqueur envie du aussi Ménestra, de il est les chez mettre en nous. avant, parce que c'est ça aussi, le trail, c'est la cohésion, le partage, l'esprit de groupe, etc. Et les clubs qui organisent des sorties, ils ont eux aussi beaucoup de mal à organiser une sortie de cohésion, parce que justement, il y a certains membres d'un club qui vont avoir le Graal, pas d'autres. Donc on avait aussi eu envie de donner la priorité à certains clubs, certains groupes. Et enfin, on va donc donner la possibilité à ceux qui sont en solo de s'inscrire eux aussi par un système de tirage au sort pondéré. Donc, si tu as participé à l'année précédente, eh bien, tu as un coefficient qui est plus faible que celui qui a déjà tenté de participer et qui n'a pas eu son dossard. Et celui qui n'a jamais tenté de participer, lui, il a un coef à 1. Donc on a un système de tirage au sort comme ça pondéré, qui est une vraie usine à gaz côté organisation et gestion des inscriptions, et qui n'est pas parfaite, hein, peut être détournée par multiples façons, mais c'est le choix qu'on a fait. C'est une expérimentation en fait que tu as envie de faire, de voir comment ça fonctionne, voir si c'est gérable pour vous et voir si c'est entendable et si c'est compréhensible par les gens en fait. Tout à fait. Et ce que j'ai remarqué, enfin quand j'ai fait une publication sur mes réseaux qui a quand même attisé pas mal de réactions, c'est qu'il y a quand même une extrême bienveillance de la part des participants pour les organisateurs, et ils sont tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas de solution idéale, et que celle que chaque organisateur choisira, ce sera en connaissance de cause, ce sera en correspondance avec ses valeurs. On a aussi décidé de mettre ces inscriptions, ces pré-inscriptions payantes, avec une reversion de toutes les... on reverse tout ce qu'on va toucher à une association. Et on a aussi fait le choix de responsabiliser les coureurs en remboursant 50% du dossard si tu ne viens plus enfin tu ne peux plus participer à l'événement, pour responsabiliser aussi les coureurs qui s'inscrivent et qui au final disent, oh bah non, en fait j'ai plus envie. Alors si tu présentes un certificat médical, tu es quand même remboursé à 100%. Mais et cette somme-là servira aussi à financer une action en faveur du territoire. Donc on a décidé d'œuvrer un petit peu sur tous ces versants-là en même temps, qui est une complexité à gérer, mais qui sera ce qu'on va mettre en place cette année. Ouais. C'est intéressant. Effectivement, quand on le regarde comme ça, on se dit oups, machine à gaz, enfin usine à gaz. Mais en même temps, ton objectif à toi, c'est d'essayer de trouver une formule juste où chacun va pouvoir trouver son compte et réussir à participer au
au Grand Raid du Finistère, certains cette année et les autres, ceux qui auront misé sur la fidélité dans les années à venir. Et puis, ce que je note, que je trouve intéressant, on en parle souvent dans cette émission, c'est comment faire en sorte que le bénévolat, que les bénévoles se renouvellent, qu'il y ait du monde pour les organisations associatives, etc. Là, tu as peut-être trouvé une clé, quelque chose qui existe beaucoup au Québec. Le bénévolat est récompensé et un bénévole va avoir une priorité ou des rabais assez importants sur le coût de son dossard et ça va être un espèce de cercle vertueux comme ça. Moi, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner dans le temps et voir si ça va faire des petits aussi, si d'autres organisateurs vont se mettre à prioriser les bénévoles, donner un petit plus et voir si les trailers deviennent plus bénévoles alors qu'ils ne l'étaient pas auparavant. On pourrait imaginer aujourd'hui, par exemple, le Swiss Canyon Trail a une association avec le Grand Raid de la Réunion. Si tu participes, tu as, alors je sais plus exactement les modalités, mais tu as des chances de pouvoir avoir un dossard au Grand Raid de la Réunion. On pourrait aussi imaginer des ententes entre organisations. Tu étais bénévole au Trail Niveau-les-Revards, eh bien, tu as le droit d'avoir ton dossard sur le Grand Raid du Finistère de droit parce qu'on a une association. La Duc-Army deviendrait les correspondants du Grand Raid du Finistère. Enfin, voilà, on peut imaginer plein de choses et plein de modèles et il y a encore des choses à imaginer, à construire et à tester. Le Bretagne Ultra Trail va faire remplir une attestation par un organisateur qui justifierait oui cette personne-là a bien été bénévole dans mon organisation et il va réserver un certain nombre de dossards pour ces gens-là. Voilà, ça reste sur de l'engagement moral. J'ai l'impression qu'on est en train de parler sur ce qu'on dit là, c'est que notre sport est tellement populaire que les dossards s'arrachent, mais on est aussi au début de quelque chose qui est en train de naître, d'une expérimentation du côté organisationnel, etc., et qui va se renouveler. Je trouve ça assez intéressant. J'ai aussi commencé à émettre l'idée avec WizCrew, qui est une application de gestion des bénévoles. Si on pouvait pas créer les running stones du bénévole et de créer un système de points bénévoles. Qui voilà, voir comment est-ce qu'on pourrait réfléchir à ça et mettre ça en place. C'est des systèmes qui sont à créer, mais oui, mais de toute façon, on est sur plein d'aspects dans une période qui est fabuleuse pour notre sport, qui est en pleine évolution. Donc, il y a plein de choses à faire, plein de choses à créer, et c'est aussi ça qui m'anime et me passionne dans cette activité. Je pense qu'on s'en reparlera, bien sûr. Il faut qu'on avance dans cette émission. François, tu es toujours OK pour faire gagner un dossard sur chacune des épreuves de l'ITX pour faire découvrir cette épreuve-là? Ouais, évidemment, il y a 2 niveaux de difficulté en solo, Extreme et Express. Donc l'Extreme sera un peu plus difficile avec des charges qui seront un petit peu plus importantes. Et puis le format le plus accessible, c'est le format 2X. Donc tu le fais en duo, où tu te partages les répétitions. Donc on fait gagner un dossard dans chacun des formats. Donc en fait, on rappelle, hein, les gens vont courir dehors pendant 1 kilomètre, ils reviennent, ils font un atelier de fente avec des charges, etc., etc. Ils iront voir sur le site pour les explications. Très simple, hein, pour gagner, vous avez jusqu'au 31 décembre. Vous allez sur la page Instagram, enfin vous envoyez en message privé sur Instagram de Distance Plus, je suis intéressé pour telle distance ou tout court. Et puis moi, je ferai un tirage au sort. Enfin, nous ferons un tirage au sort. Au début de l'année 2026, les conditions, c'est qu'il faut qu'il soit. Est-ce que tu as une page Instagram consacrée à l'ITX ou? Oui, okay. Tout à fait, InTrail Experience. Alors voilà, être abonné à InTrail Experience, être abonné à Distance Plus et le petit truc en plus, il faut être abonné aussi à la newsletter gratuite de Distance Plus pour valider l'inscription. 3 dossards offerts par François Hinault. Merci François, c'est très sympa pour cette générosité-là. Avec plaisir, c'est vraiment avec un grand plaisir qu'on développe ce concept, ce nouveau format. Donc, bienvenue à tous les auditeurs de la bande AD+. Je te propose d'inviter quand même Louison. Ouais, je suis sûr qu'il va adorer. Il va faire comme moi, il va être un peu critique au début. Ah, mais tout le monde a été critique. On en a un dans la bande qui était critique. Critique entre guillemets, c'est Thomas Laure-Blanchet. Il a pris la piqûre. J'ai l'impression qu'il fait un aérox tous les week-ends maintenant. Il est devenu balèze. Ah, il est costaud, le cochon. Il prend des trucs.
Le sondage des plus est une rubrique en partenariat avec l'application Run Motion Coach, une application qui est désormais internationale et qui vous permet de structurer votre plan d'entraînement personnalisé en fonction de vos contraintes et de vos objectifs. Si vous voulez essayer l'appli Run Motion Coach avec la bande AD+, je vous rappelle que ça ne vous coûte entre guillemets que 80 € à l'année. C'est 10 € de réduction grosso modo sur l'année. Vous avez 10 € aussi de réduction sur les 6 mois et 5 € sur l'abonnement de 3 mois. On passe au quiz. Le quiz des plus, en partenariat avec Miles Republic. Allez François, tu restes avec nous. Je te propose de jouer à ce quiz. Il est un petit peu particulier par rapport à d'habitude. Je ne fais pas de propositions, pas de suggestions. Donc c'est le premier qui dégaine. Les questions sont assez faciles normalement. C'est la petite main. Alors là, les auditeurs, vous ne l'entendront pas. Je donnerai votre nom. C'est la première main qui se soulève qui aura qui prend la main justement. Vous êtes prêts? Prêt? Oui. Ouais. Qui a gagné l'UTMB chez les femmes? Sabine. Putain, elle marchait pas maintenant. Premier point pour Sabine, c'est Rootcroft. Deuxième question. Qui a gagné les championnats du monde de trail court chez les femmes? C'est bon, j'ai eu là. Luc. Tove Alexanderson. Tove Alexanderson, Est-ce un que point je pour peux juste Hugo. faire une petite remarque? Allez. D'après mon père, on dit Tove et pas Ah Tove. oui, mais là, Parfait, Avec- mais j'ai quand même le point. on dit Non, du coup c'est moi parce que j'avais levé la main en deuxième. le O se Elle s'est prononce. pas reconnue quand t'as parlé, Hugo. Le O se prononce où? C'est ça? Bah, peut-être pas dans tous les mots, mais en tout cas, par exemple, je sais pas si vous connaissez les Moumines. C'est un dessin animé qui passait quand on était petit et c'est des livres. C'est assez connu. Moi, j'ai J'avais passé mon enfance enfance. devant les Moumines. Et l'autrice, elle s'appelle Tove Jansson. Donc, c'est comme ça qu'on dit. Ok. Troisième question. Qui a gagné la hard rock chez les femmes? Merde. Le Duc. Merde, j'ai oublié. Ah, il a cliqué, il sait pas. Putain, j'ai oublié. Cathy Shade. Trop tard, c'est Sabine qui a pris la main. Bah, du coup, c'était Katie. 2 points pour Sabine, 1 point Vous voyez pour sa Hugo. tête, mais je sais pas. Le nom, on voulait pas. De toute façon, quand tu te demandes qui a gagné une course, c'est Katie. Vous répondez pas, si vous cliquez mais que vous répondez pas, ça passe tout de suite au suivant, c'est normal. Ouais. Quatrième question. Qui a gagné le 90 du Mont Blanc chez les femmes? Jennifer Lemoine. avez Non, dit quoi ça date un petit peu. C'était c'est pas l'année. cette année. Ça va pas du tout, t'es trompé d'année. Louison. Oui, mais elle est très forte quand même. Blandine? Ah, mais- Ben oui, c'est Bah Blandine, oui, c'est pas notre du tout une collègue bêtise. Blandine, Elle avait c'est gagné vrai. avec un Elles sourire ont les grand mêmes comme ça. chaussures, La honte. elles ont des keep run, c'est pareil. C'était le retour de Blandine Lirondelle avec une magistrale victoire en juin dernier. Alors, ça fait 2 points pour Sabine, 1 point pour Hugo, 1 point pour Louison. Toujours aucun point pour Stéphane Brognard. Les boudes. Mais Stéphane, tu vas il sortit réveiller. des compétitions. Si tu poses des questions que sur les dossards. 5e question. Qui a gagné la Maxi Race chez les femmes? Magali Melon. Hugo. Non. Ah ouais. Quoi? Mais bien sûr que si. Attends, non. Non. C'était. Comment ça, non? Voilà. Parce que, Elle s'appelle pas Hué Sabine. ou. Non, Léa Hué ou quelque chose comme ça. Non, pas ça. Non. Hmm. Là, vous me mettez le doute d'un coup. Écoute, désolé, mais c'est Magali Melon. hein. Je suis sur le classement là. Ah, Allez. Eh ben, c'est mon erreur, j'ai mis Rootcroft. Mais Rootcroft avait gagné. mais non, elle est à la Transvulcania. Pas du tout. Elle y a Non, non, jamais. non, non, non. Elle a abandonné la Transvulcania, Rootcroft. Oui. Et elle était présente puisque c'est son équipementier T-Rex Adidas qui est partenaire de la Ah Maxi non, Race. elle a pas couru. Hein. Ah bah c'est sûr qu'elle a couru, on l'a interviewée pour Distance Plus. Ouais, mais elle a. Mais attends, il y a peut-être plusieurs distances. Bah oui. Ah bah Ah, évidemment, mais- il y a 56 courses. Le 60, elle a fait le 60, là Le où 60, Antoine ouais. Chervolin a gagné. Le dimanche. Exact.
Bah, nos excuses Exact, à c'est les Magali 60 Melon, du km. Eh coup. ben, Et honte à moi. Magali a gagné le 100 En avec plus, il y a Vivek. plus de chances que Magali nous écoute que Rousscroft, Eh donc ben, je m'excuse, Magali. Je m'excuse. 1 point pour Hugo. 2 En points fait, pour t'avais pas Sabine. précisé, mais Maxi Race, c'est quand même plutôt le tour du lac, quoi. Ouais, tout à fait. Ah bah, je me sens bête. Comme ça, c'est bien. Non, mais t'aurais pu préciser à distance, on aurait été sûr. Allez, on continue. Qui a gagné la Western State chez les femmes? Abiol. Le Duc. Oui, il prend la tête devant Sabine. Qui a gagné la Diagonale des Fous chez les femmes? Blandine. Attention, il est en train de prendre le devant, là, ouais, Sabine. mais il clique trop vite. Et j'ai Ah, la fibre, moi. on a peut-être un petit peu de marche. Qui a gagné l'Eco-Trail de Paris chez les femmes? Ah, on fait moins les malins, là. Putain, là, je l'ai pas. Aucune idée. Le Duc? Annelise Lecaire. Non. Ah merde. Mais c'est pas une Allez, je émission tente. dédiée. C'est pas une émission dédiée au trail. Je tente Oh, je fais des Stéphane, propositions. les Parisiens mais le Duc qui est nous éliminé, écoutent. évidemment. Peu de respect. Il Est-ce que souffre c'est déjà toute Mila la journée. Nilsson, Emily Forsberg, Tove Alexandersson ou Anna Carlsson? Sabine. Sabine, ouais, du coup. Anna Carlson. C'est Anna Carlsson. Sabine revient dans la course. Grâce au Quatrième de hasard, l'UTMB. soyons honnêtes. Qui a gagné le Grand Trail des Templiers chez les femmes? Kathleen Fielder. Hugo. Kathleen Fielder. Ouais, pour la 2e année consécutive, Kathleen Fielder. C'est vrai. Fielder. On enchaîne. C'est pas fini, hein. Tu peux encore être t'es encore dans la course, Sabine. Non, elle a perdu. Qui a gagné le trail... pas du tout. Ah, si. Qui a gagné le trail du Ventoux chez les femmes? Adeline Martin. Adeline Martin. oui, Là, ça oui. commence à devenir dur pour tous. Là. Je savais pas, mais comme elle le fait souvent. Ouais, elle gagne tous les ans. Tu as le droit de jouer, François. Hein. Ouais, mais alors là, c'est comme au blind test. Hein. Je suis une merguez à ce jeu-là. Allez. Qui a gagné le championnat de France de trail long chez les femmes? Sabine. Louison. Je pensais que c'était Louison qui allait répondre. C'est Sabine. ton arrêt, ça m'a fait Bah, bugger. c'est Hilary Gérardi. Hilary Gérardi. Je t'ai pas entendu, Louison. Non, je disais, c'est ta pause au milieu de la phrase, ça m'a fait bugger. Ah. Ah, c'est technique. Hein. Le point pour Sabine. Donc là, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6 points pour Hugo et 4 points pour Sabine. Ah, c'est encore jouable. Oh, t'en as mis Qui combien a des questions? gagné le KV de Fouilly chez les hommes? Rémi Sabine. Bonnet. Là, c'est le Duc qui a Ah ouais, cliqué. mais moi je suis à l'ancienne là, je dis mon nom, mais c'est Mais par contre, je c'est t'ai pas pas moi entendu, qui ai gagné le cavé de Fulis. Hugo, j'ai pas entendu la réponse par contre. Rémi Bonnet. Maintenant, il faut que tu me donnes le temps pour gagner vraiment le point. 27-21. Ah oui, il est bon. Il est bon. Et les dimensions du KV de Fouilly? C'est un peu plus de 50%, donc tu dois avoir 1900 mètres. Ouais, Les 1900 mètres sur mensurations, 1000 on mètres dit. Oui. Je suis pas obligé de le rappeler tout le temps. Et dernière question, alors là pour la forme, qui a gagné l'Ultra Trail Cape Town chez les femmes? Ça sèche. Et Katerina Mitiaeva. Pas du tout. Bon, pas Euh, du tout. Je dis pas du tout. Anna, C'est pardon. pas une bonne réponse parce qu'elle était, pense je savoir, pense, sur le podium. Ouais, je pense savoir. Je pense que tu peux y aller, Hugo, hein, parce que Elle est nous. népalaise. Sunmaya Bouddha. Maya Bouddha. Mais non, mais alors là, Absolument. faute professionnelle, puisque j'ai passé tout le week-end du 5-6 décembre à parler de Sunmaya Bouddha, et là, je l'oublie. Ah, Puisqu'elle elle a fait le Thailand by UTMB, et je vous où elle était recommande, justement fatiguée de Captone, donc j'ai pas arrêté de citer Captone, et voilà. je vous recommande son petit portrait dans l'extra des plus de Franck Berthaud, la newsletter dont je parlais tout à l'heure de Distance Plus. Bon, c'est une victoire au quiz Miles République d'Hugo Ferrari. 7 points contre 5 pour Sabine. Louison Sabine est forte. a un petit point quand même dans cette bataille. Bravo. Apparemment, Hugo. il ne fait pas rédiger la Duc chronique par un esclave. C'est lui qui le fait. Authentique. Le quiz des plus est produit en partenariat avec l'agenda de course Miles République dont je parlais tout à l'heure. Sur le site web de Miles République, vous retrouverez des milliers de courses référencées partout en France et en Europe, et pas uniquement des trails. Et vous pouvez vous inscrire très facilement
sur milesrepublic.com. Il y a un C à République. Et restez à l'affût, j'en parlais tout à l'heure, Miles Republic est en train de mettre en place, et je pense qu'elle sort cette semaine, une plateforme de revente de dossards pour toutes les épreuves qui sont sold out et qui passent évidemment par le système d'inscription Miles Republic. Il y a un système sécurisé, puis il y a le choix entre par exemple, revendre un dossard à quelqu'un qu'on a choisi ou revendre à un acheteur inconnu. La plateforme va vous aider à le faire. Et on peut toujours pas s'inscrire à la clé de 12 sur cette application. Écoute, Pas très c'est compliqué. pas faute de vouloir vous mettre en contact. Si tu les contactes pas, mon cher ami, ça marchera pas. Ouais, je sais bien. Par contre, on n'en parle jamais dans le quiz, mais c'est Maxime Lemétour qui a gagné la clé de 12 l'année dernière, par exemple. Enfin, cette année, au mois C'est de vrai que septembre je dernier. sais même pas si tu l'as dit une seule fois. Et c'est important de le dire, Maxime Lemétour qui a été champion de France de backyard l'année dernière, d'ailleurs, que j'accompagne au bravo. quotidien et qui fait partie de tous ces vainqueurs de petites courses qui sont plus nombreuses que toutes les grandes courses que vous citez sur la bande AD+. D'ailleurs, qui est la première femme du Trail du Finistère cette année? Marie Chasseret. Eh ben voilà. T'as vu? Il le sait, lui. Et voilà. Là, j'aurais Allez, levé on la main passe assez des vite. plus ou des moins. Des plus ou des moins, les coups de cœur ou coups de pompe de la bande à des plus. Les coups de cœur ou coups de pompe des membres de la bande. Allez, on va commencer avec Sabine. Sabine, est-ce que c'est un coup de cœur, un coup de pompe, ou est-ce que c'est une petite reconnaissance en vue d'un cadeau de Noël, ou je sais pas. Bah, du coup, c'est On un n'avait petit rien peu les dit. deux. C'est parce que je voulais saluer Compress Sport, qui a été récompensé, il me semble, au Trail Running Awards de notre ami Fred Mousseau pour De l'innovation. Et parce qu'ils ont Miles- fait une brassière sur laquelle ils se sont penchés pendant longtemps pour éviter les frottements, la surchauffe, etc. Et c'est vrai que c'est assez aberrant que personne n'ait pris le temps de faire une brassière vraiment aussi poussée pour le trail, parce que peut-être vous vous rendez pas compte quand vous ne portez pas de brassière, mais quand les distances sont longues et qu'il fait chaud, c'est un vrai problème d'avoir à la fois du maintien sans être étouffé, sans avoir des irritations. Et il y a même des recherches scientifiques qui montrent qu'une brassière trop serrée, par exemple, ça nuit à la ventilation, ce qui est quand même embêtant quand on fait une course en altitude. Donc, il y a vraiment des choses à faire de ce côté-là. Et donc, je salue Compress Sport pour l'initiative. Et puis, si vous avez envie de remplir votre hôte de Noël, ça peut faire une idée cadeau. Et j'en profite parce que, alors, je l'ai pas testé, mais Wise a lancé tout récemment une brassière également. Je ne suis pas D'accord. capable d'en parler et je m'en excuse, mais en tout cas, ils ont Franchement, aussi tu travaillé. serais mignon avec une brassière, je trouve, en journée un peu chaude. Louison, est-ce que tu as un des plus, un des moins, une reconnaissance? J'avais oublié cette rubrique de la bande. Mais Est-ce que tu non, veux que je passe la parole à quelqu'un d'autre le temps que tu réfléchisses? j'ai un des plus assez récent, voilà, parce je vais prêcher pour ma paroisse, mais c'est Mais vas-y. des remerciements et un gros bravo à tout ce qui a été mis en place par le staff technique, on va dire, de Salomon cette année, voilà, parce que je sors de tests là qu'on a fait encore ce week-end, et les curseurs se poussent et les encadrants sont d'une qualité hors pair dans leur domaine, et voilà, c'est agréable de bosser avec des gens compétents comme ça. Oui, parce que finalement, ça a été une découverte pour toi cette année. Oui, et puis c'est nouveau aussi pour la marque, hein, ce projet-là, en 2025 en tout cas. Donc, et je pense pas trop dire de bêtises, je suis pas sûr que ça se fasse énormément. Enfin voilà, c'est des gars qui bossent en fait dans d'autres sports aussi, et c'est ça qui est intéressant, même en tant que kiné, moi, d'échanger avec eux sur ces versants-là, c'est très enrichissant. Hugo. Énorme démoin pour notre gouvernement qui, une fois de plus, a montré qu'il n'en avait rien à faire des petites gens, même si c'est possiblement en train de prendre le bon chemin, mais il y a eu des choses qu'on n'aurait jamais dû voir, des chars blindés dans des fermes de paysans. Alors même si peut-être, je ne sais pas, la personne avait peut-être tort de s'obstiner à l'abattage de son cheptel, mais néanmoins, il y a quand même une manière de faire, un dialogue à avoir.
Je pense que nos ministres sont très très bien payés. Monsieur Bayrou avait pris son jet privé pour assister à un conseil municipal, donc je ne vois pas pourquoi la ministre n'aurait pas pu prendre elle aussi un jet privé pour se rendre sur place et faire descendre peut-être d'un cran une colère qui montait. Donc du coup, on a vu des choses horribles. On a vu des gendarmes qui sont des gens très très bien, qui ont obéi aux ordres et face à des paysans, donc c'était affreux. Et du coup, je voudrais adresser tout mon soutien déjà aux éleveurs de Savoie, donc qu'on avait un petit peu entendu en pendant le Tour de France, puisqu'on avait dévié le Tour de France. Alors à l'époque, on comprenait pas trop pourquoi. Aujourd'hui, on voit que c'était finalement capital, puisque la crise a été pas mal gérée en Savoie. Et parmi mes abonnés, Simon Michelier, Christophe Prost et Yves Delaunay, j'en oublie peut-être d'autres, mais voilà, je voulais saluer la qualité de leur travail. Et je suis encore allé aujourd'hui à la coopérative diriger une partie de mon porte-monnaie vers ces gens-là. Je pourrais peut-être même en faire un peu plus, mais voilà, vous allez acheter vos aliments chaque semaine pour la semaine. Il y a des produits qu'on fabrique sur notre territoire. N'hésitez pas à diriger votre argent vers eux. Peut-être sont-ils plus chers, mais souvent leur valeur nutritionnelle est plus élevée, donc pensez-y. Vous faites un très beau geste pour ces personnes qui travaillent tous les jours pour être sûr que vous puissiez avoir à manger. Et quelque part, vous mettez dans votre corps quelque chose d'un petit peu plus nourrissant. Donc l'un dans l'autre, vous pouvez vous retrouver gagnant, vous aussi, en plus de faire un beau geste. Et encore une fois, j'espère que ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir, cette vilaine maladie, même si le monde de l'agriculture a d'autres défis. Voilà, je suis désolé d'avoir pris un peu plus de temps, mais c'est bien senti. c'est des gens qui sont quand même d'une innocence rare, d'une gentillesse rare également, de plus en plus. Donc, ne les considérez pas du tout comme des bouseux, puisqu'en fait, quand on détricote la pelote, in fine, c'est quand même grâce à eux qu'on mange. Merci Hugo, bien senti effectivement ce démoin. Et Steph? Déjà, ouais, moi je vais avoir un D+, mais qui est un peu en relation de très loin, mais un petit peu territorial aussi que ce que vient de dire Hugo. Félicite la ministre, salaud! Et effectivement, merci Hugo, parce que oui, c'est juste dingue, hein, des gens qui travaillent 7 jours sur 7, de 5h du matin à 10h du soir pendant 30 ans. Et ce sont nos paysans. Et paysans, c'est une qualité, c'est trop bien d'être paysan. Enfin, moi, j'aurais adoré être paysan toute ma vie, et de voir ce genre de comportement envers ce genre d'être humain, c'est quand même juste dingue, quoi. Enfin, c'est invraisemblable, mais ouais, merci Hugo d'avoir soulevé ce truc-là. Alors, nous, on va rester dans les Vosges, mais c'est un mini casque et l'enclume pour ceux qui suivent la bande AD+. J'en ai déjà parlé, mais hier, parce que les personnes vont écouter jeudi, donc hier mercredi, mais demain mercredi pour nous qui enregistrons aujourd'hui, sort le Chant des forêts de Vincent Munier. Alors là, vous avez dû en entendre parler via les réseaux sociaux. Vincent Munier, qui est photographe animalier mondialement reconnu, qui avait fait La Panthère des Neiges avec Sylvain Tesson, et là sort le Chant des forêts. Alors il est aussi voisin, au-dessus du fameux Club Dorothée. Il y a la ferme à Vincent, et vous allez regarder un film poétique. C'est agréable à regarder, et ce n'est pas une façon de consommer les choses, mais vraiment de les apprécier, de les comprendre. Vous allez partir à l'affût. Vincent, son papa et son fils ont tourné des milliers d'heures à l'affût, à la rencontre de l'environnement. Vous êtes au fin fond des Vosges, et je peux dire que je trouve que la qualité du montage et la qualité de vraiment de cette ambiance, vous êtes vraiment au cœur de cette façon de regarder les choses plutôt que de les consommer, remet clairement les pieds sur terre. Il y a une vraie poésie au travers de tout ça, il y a une vraie transmission, et d'utiliser le beau et d'utiliser un temps long, parce que la nature, on va beaucoup trop vite en tant qu'être humain, la nature va lentement, beaucoup plus lentement que ce qu'on a à tout prix besoin de faire, et toute cette ambiance est juste magique. Ça s'appelle le Chant des forêts, c'est à regarder en famille, et vous allez passer un moment plus que délicieux au fin fond des Vosges, à l'affût de tous les animaux et de son changement clair, net, précis, notamment au travers du coq de bruyère, etc. Le Chant des forêts, Vincent Munier. Merci Steph. Moi, je fais un petit peu de copinage avec nos partenaires. On a eu une promotion avec notre partenaire Gollum, qui est également qui équipe en luminosité notre Duc sur la Gollum de votre choix. Mais il y a Pium 3 et Pium Plus 3. La Pium Plus 3 est un mode intelligent. Je brille grâce à elle. Pardon ? Je brille.
Oui, tu brilles, mais même sans elle, ceci dit. C'est le nouveau modèle. Avec une luminosité qui s'adapte en fonction de la vitesse de votre course, de votre environnement, etc. Moi, je l'utilise depuis plusieurs années. C'est celle que j'ai tout le temps quand je suis, par exemple, sur les événements en couverture pour Distance Plus. 37 heures en mode intelligent d'autonomie. A priori, c'est inégalé comme autonomie. Et en ce moment, avec le code D+, pardon, DPLUS, vous avez la deuxième batterie offerte. Donc là, pour ça, il faut mettre dans votre pack sur la boutique Gollum, une Gollum, la 3 ou la plus 3, 2 batteries, et il y en a une d'une valeur de 25 € qui est offerte. Donc ça, c'est sur la boutique en ligne. Un petit mot sur Wyze aussi, j'en parle souvent, mais vous avez l'embarras du choix avec leurs vêtements. En ce moment, ce qui fait fureur, c'est les gants. On a l'impression que c'est des gants de jardinier. C'est des gants qui sont étanches et très très chauds à l'intérieur. C'est d'une efficacité redoutable. Ça a été porté pendant l'UTMB par Tom Evans. Il a gagné cette course. Il a été vu avec au sommet au passage du Grand Col Ferret. Et puis moi j'ai essayé ces derniers jours le Heat Layer. Là, ça paraissait tout léger et en fait on a chaud comme c'est pas possible là-dedans. C'est assez chouette. Je parlais de Miles Republic tout à l'heure. Ils font des cartes cadeaux si vous voulez offrir des dossards où il y a des places. c'est toujours une bonne idée. NAC également, la nutrition peut être, c'est quand même un coût non négligeable. Ça peut être un beau cadeau pendant le temps des fêtes. Ma petite reco, c'est la purée banane poire. C'est la dernière purée en date qui est excellente. Et puis, je l'en ai parlé tout à l'heure, mais Run Motion Coach, un abonnement, ça s'offre aussi pour les gens qui veulent tester un coach en ligne en entraînement. Avec le code DPLUS10, vous avez 10 € de réduction sur les abonnements d'1 an et de 6 mois. La bande à des plus, le podcast du magazine Distance Plus, présenté par Nicolas Fréret. C'est la fin de cette 78e émission de la bande AD+, la 18e de la 4e saison. Un gros merci à notre invité, l'organisateur donc du Grand Raid du Finistère, du Semi-Marathon du Finistère, de l'Infini Trail Backyard à Camaret-sur-Mer et donc du nouveau concept qui verra le jour en avril, ITX, François Hinault. Merci d'avoir passé ce moment avec nous, François. Eh ben, merci à tous pour la qualité de vos échanges et merci de m'avoir reçu dans votre bande. Et merci à tous les quatre, Stéphane Brognard, Louison Coiffé, Sabine Erstrom et Hugo Ferrari. Merci les amis. Salut. Ciao. Salut. La bande AD+, c'est une émission présentée par Distance Plus et concoctée par les productions D+. Je suis Nicolas Fréret et j'ai le plaisir d'animer ce talk show du trail et de l'ultra trail pour la 4e saison consécutive. Un grand merci aux partenaires majeurs de cette saison 4. Donc, j'ai nommé Wyze Ultra Running, Run Motion Coach, Miles Republic et NAC. Merci à Laurie Beck qui fignole les enregistrements avant leur émission. Et pensez à vous abonner à Distance Plus sur les réseaux sociaux. Vous êtes plus de 100 000 à nous suivre désormais et à vous abonner à la newsletter gratuite de Distance Plus, l'Extra des Plus. Elle est signée Franck Berthaud, à retrouver aussi sur la plateforme Kessel. À plus dans la bande AD+.